OK, donc bienvenue tout le monde. On va faire cet après-midi un tour d'horizon pour voir un peu tous les outils qu'on a disponibles dans la suite Google pour éducation. La façon qu'on va fonctionner, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, si vous avez des questions, écrivez-les dans le clavardage avec le petit bouton en haut à droite de votre écran. Vous pouvez laisser le clavardage ouvert si vous voulez voir les autres questions. Karine, qui m'accompagne cet après-midi, va pouvoir me couper la parole pour me poser les questions sans aucun problème. Peut-être aussi qu'on pourrait se faire une période de questions à la fin, si jamais il y a des questions d'ordre plus général. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en plein écran. J'espère que tout le monde, ça va bien afficher. Peut-être avant de commencer ça, en bas à droite de vos fenêtres, vous avez 3 petits points, complètement en bas à droite de la fenêtre de Meet. Puis vous avez modifié la mise en page, qui devrait probablement être la première ou la deuxième option. Si vous voulez voir des visages, moi je vous conseille barre latérale. Donc vous allez voir la présentation en gros, puis tous les participants vont être à droite. Sinon, projecteur, vous allez voir la projection dans votre écran, en plein écran. Donc ça peut faire. Fait que moi je vais passer en plein écran, je ne vous verrai plus. OK. Donc, je ne sais pas si tout va bien. Karine, tout va bien? Oui, on nous voit. Moi, je vois bien ton écran. Là, la grosseur n'a pas changé là, depuis que tu as changé ton mode de présentation, mais on voit bien. Si, mettons, je passe en plein écran comme ça, c'est mieux? Ah, c'est mieux, oui. Parfait. Donc, on va commencer avec ça. Ça se peut que je quitte de temps en temps pour aller dans une fenêtre Google, par exemple, ou on va l'ouvrir à côté. Donc, pour aller voir des trucs auxquels on parle. OK, il faut que je retombe en plein écran. On commence. Donc, G Suite, qui est une suite de Google qui est spécialement créée pour l'éducation, comporte plein d'applications différentes. La façon qu'on se connecte, c'est on va sur google.com, on clique en haut à droite sur le bouton « Connecter », vous entrez votre login et votre mot de passe de la commission scolaire, donc votre adresse a-commercial-cscapital.qc.ca, avec le mot de passe qui est associé, le même que dans Microsoft, puis vous allez être connecté. Une fois connecté, attends un petit peu. Ça commence pas bien, mon affaire. Je ne suis pas dans le bon ordre. OK. Donc, vous arrivez sur Google, vous cliquez sur connexion, vous vous connectez, puis une fois connecté, dans le fond, vous allez utiliser le petit bouton qui est à côté du bouton connexion avec les 9 petits points pour accéder aux différents outils de Google. Puis ça, la liste est quand même assez longue. Elle est plus longue que juste le premier écran. Vous pouvez descendre là-dedans, puis vous allez voir toutes les apps qui sont disponibles dans la suite d'éducation. Une fois que vous êtes connecté, toutes ces apps-là sont connectées. Donc, on n'a plus besoin de reconnecter, de jouer avec le mot de passe ou d'avoir différents identifiants. C'est un identifiant pour toute la suite. Donc, c'est de la façon que ça fonctionne. Ça, c'est clavardage, c'est beau. OK. On part. Donc, la suite Google Éducation comporte plusieurs logiciels différents qui sont interreliés, donc pour partager de l'information pour que ça soit le plus efficace possible. Le logiciel central pour la suite éducation, c'est Classroom, qui est carrément la gestion d'une classe virtuelle. On va présenter Classroom jeudi matin à 9h30, je pense. Donc, si ça vous intéresse d'apprendre Classroom plus en détail, donc jeudi matin, dans l'après-midi, moi et Karine, on va donner aussi Google Site. Donc, à 13h ou 13h30, je l'ai à quelque part. C'est 9h30 pour Classroom, puis 13h30 pour Google Site. Bon. Fait que cet après-midi, on fait juste brosser un portrait général. On va parler beaucoup des droits d'accès, comment la philosophie qu'il y a en arrière du travail collaboratif. On va brosser un portrait. On ne rentre pas dans les détails dans aucune application, mais je ne vous pas s'il y a des questions. Si vos questions sont un peu trop pointues, je vais vous inviter soit qu'on en discute à la fin ou on se communique autrement. Mais pour l'instant, là, le but de cette rencontre-là, c'est de voir un peu les possibilités de toute la suite éducation. Donc, comme je vous dis, la suite centrale étant Classroom.
le Google Drive est l'application de Google, dans le fond, qui gère. C'est un disque dur virtuel, grosso modo. C'est comme une grosse clé USB qui est sans fin parce que avec un compte éducation, si vous avez un Gmail, vous avez une limite dans votre Drive. Si vous avez une adresse éducation, donc A commercial CS Capital, c'est illimité. Donc, vous pouvez mettre la quantité d'informations que vous voulez là-dedans. Vous ne verrez pas le bout de ça. Donc, Classroom fonctionne de pair avec Drive. Quand je dis fonctionne de pair, c'est qu'on a des fonctionnalités dans Classroom pour gérer notre classe. Puis Classroom se retourne, puis fait un peu ça dans notre dos, mais lui, il va gérer les droits d'accès, puis les dossiers, les fichiers, etc., automatiquement. Donc, c'est vraiment bien fait. On n'a pas besoin de faire ça manuellement. Si vous avez déjà travaillé avec la suite de Google, vous savez un peu comment que ça fonctionne le Drive, vous dites, OK, c'est parfait. Sauf que Classroom, l'avantage, c'est qu'il va faire une grosse partie de notre travail dans la gestion des fichiers dans Drive. Agenda aussi. Donc, Classroom, à partir du moment où est-ce qu'on crée une classe dans Classroom, là, je parle beaucoup de Classroom, là, mais c'est juste pour mettre les choses en place. Classroom, dans le fond, à partir du moment qu'on crée une classe, va créer un calendrier pour la classe. Donc, par exemple, un professeur remet un devoir puis il dit il est à remettre pour vendredi prochain. Le vendredi prochain va apparaître dans le calendrier. Tous les élèves ont accès à ça. Donc, ça marche de pair aussi. Puis, il y a le logiciel de communication, dans le fond, de courriel qui est Gmail. Dans notre cas, la commission scolaire, Gmail n'est pas activé parce que la suite Google fonctionne en parallèle avec la suite Microsoft. Donc, nous, on ne peut pas utiliser Gmail, mais on s'en sort quand même assez bien en utilisant Outlook. Je sais que c'est plate, mais c'est pas si pire. Donc, vous ouvrez une fenêtre, par exemple, Outlook, vous vous connectez via Microsoft, parce qu'Outlook appartient à Microsoft. Vous connectez avec votre même adresse et votre mot de passe. Vous êtes capable de gérer vos courriels. Vous tournez dans une autre fenêtre, vous allez dans Google, vous loguez, puis les deux vont fonctionner sensiblement bien. Donc, la suite Office, quand on dit Office, c'est l'équivalent de Word, Excel puis PowerPoint. Donc, ces trois logiciels-là sont au centre aussi de la suite Google Éducation. Donc, fonctionne aussi avec Classroom. Là, je n'ai pas fait de lien entre les icônes, là, mais c'est parce qu'il y en aurait à peu près partout. Là. Tout communique avec tout. Donc, un enseignant peut demander de faire un travail à sa classe, de le faire dans Document, par exemple, qui est un éditeur de texte comme Word, pardon. Puis, les élèves vont prendre le document, font le devoir, remettre à l'enseignant. Il y a un bouton directement. Puis Classroom va le gérer, va aller le placer au bon endroit dans le Drive. Donc, je pense qu'il y a du monde qui attend de rentrer. Non? OK. OK, je continue. OK. Google Formulaire. Formulaire est un outil très important dans cette suite-là. Si vous n'avez jamais utilisé Formulaire pour créer des formulaires, vous avez probablement déjà rempli un formulaire. Donc, ce logiciel-là permet de la création de formulaires, de l'envoyer, le partage du formulaire, de l'envoyer à des gens, puis de récolter les résultats, dans le fond, toutes les réponses que les gens ont données, puis ça va tout se compiler dans feuille de calcul, donc l'équivalent d'Excel. Donc, tout se fait à peu près, en fait, tout se fait de façon transparente. Formulaire aussi, dans la suite éducation, a une fonction qui est très importante, c'est qu'on peut transformer un formulaire en questionnaire. En questionnaire. Donc, chacune des questions, si par exemple c'est des choix de réponse, on pourrait l'enseignant, quand il construit son formulaire, pourrait dire, telle réponse, c'est la bonne, telle réponse, c'est la mauvaise, donc je vais mettre un texte à côté. Si l'élève répond à la mauvaise réponse, je vais y indiquer pourquoi que c'est la mauvaise réponse. Puis, il y a la compilation des notes qui se fait directement dans Classroom. Donc, c'est un outil très, très efficace. Le prochain, c'est Sites. Donc, Sites, c'est pour créer des sites web. En éducation, créer un site web, on n'a rien à vendre. Là, le but, c'est de partager de l'information, donc des fiches de spécification, des notes de cours, peu importe. Donc, il y a moyen de se faire une espèce de portail de référence qui peut être partagé directement dans Classroom. Le Classroom est toujours le point central. Donc, les élèves se connectent dedans puis ils vont voir tout ce qu'il y a d'accessible comme information. Donc, Site peut être un outil très intéressant.
un peu comme formulaire, en fait, comme à peu près tout, on va parler de droit d'accès tantôt, là. À peu près tous ces outils-là permettent le travail collaboratif. Ça veut dire qu'il y a plusieurs, par exemple, vous êtes une équipe de 3, 4, 5 enseignants, bien, vous pourriez, les 4, 5, avoir la possibilité de modifier le site. Donc, puis les élèves ont seulement la possibilité de consulter le site sans pouvoir le modifier. Donc, ça, c'est les droits d'accès, on va y revenir tantôt. Il y a d'autres outils, là, on ne fera pas le tour de tous les outils, là, mais on en a regardé quelques-uns. Donc, Meet, on est présentement dans Meet. Je sais que toutes les autres formations qui vont être données par cette semaine et la semaine prochaine pour la FP et la FGA se donnent dans Zoom. Nous, on a demandé de faire ça dans Meet parce que Meet, c'est l'outil de vidéoconférence de Google, donc il s'intègre directement dans Classroom aussi. Donc, on va pouvoir en reparler un petit peu plus tard. Jamboard, qui est une espèce d'application de tableau blanc, encore là, toujours dans l'esprit de travail collaboratif. Donc, on peut avoir plusieurs élèves qui travaillent sur un tableau d'idées. Donc, on peut dessiner, mettre des notes, etc., puis se les partager. YouTube, évidemment. YouTube, on a souvent l'idée que c'est le YouTube planétaire qu'on connaît, là. Mais YouTube, c'est une plateforme pour les vidéos. Il y a possibilité. Vous avez par défaut un compte acommercial.cscapital.qc.ca dans YouTube. En fait, au départ, je vous ai montré comment on se connectait. Donc, si vous connectez puis vous allez sur YouTube, vous avez par défaut une chaîne. Vous pouvez déposer des vidéos. Donc, faites attention aux droits d'auteur. Mais quand vous déposez vos vidéos-là, il y a moyen de les partager, de les restreindre, qu'ils ne soient pas indexés par Google puis qu'ils ne se retrouvent pas nécessairement partout sur le web. Donc, qu'ils soient accessibles pour vos élèves. Oui, il y a possibilité de mettre des vidéos dans le drive et de partager le vidéo, sauf qu'il n'y a pas le lecteur. Quand je dis qu'il n'y a pas le lecteur, c'est que YouTube, c'est une de ses forces, il y en a plusieurs, là, mais une de ses forces, c'est que si l'utilisateur qui écoute votre vidéo, sa connexion Internet n'est pas bonne, la qualité va être réduite, mais il va continuer à l'écouter. Donc, ça ne coupera pas tout le temps ou ça ne fera pas des pauses de 4 minutes. Donc, le vidéo va être quand même assez fluide. Si la qualité est bonne, la réception, la qualité du vidéo va augmenter. Donc, le lecteur est à même la banque de vidéos, donc ça peut être très performant. Puis encore là, c'est intégré. Je veux juste faire une petite parenthèse sur les extensions puis les Chromebooks. Donc, on commence par les extensions. Les extensions, c'est des petits logiciels qu'on installe à même Chrome. Je ne sais pas si vous connaissez Google Chrome, j'espère que vous l'utilisez. Si vous l'utilisez, vous avez peut-être déjà installé des extensions, elles sont disponibles en haut à droite dans votre barre d'adresse, dans le fond. C'est des petits logiciels qui s'intègrent à l'intérieur de votre Chrome. Puis si vous changez de poste de travail, d'ordinateur carrément, puis vous allez dans Chrome, vous allez retrouver vos extensions. Vos extensions suivent votre profil. Donc, à chaque fois que vous allez vous connecter, vos extensions vont apparaître quand vous vous connectez dans Chrome. Donc, ça, c'est bien pratique parce que, justement, on retrouve nos outils, peu importe l'ordinateur ou la plateforme qu'on utilise. Ben, la plateforme, pas sur les tablettes puis les téléphones, là, mais un Chrome standard. Puis, on n'a pas besoin de droit d'administration. Ça va parler à tout le monde, je pense. Là. On n'a pas besoin de droit d'administration pour installer des extensions, donc on est libre. On peut faire ce qu'on veut. Puis les Chromebooks, dans le fond, je ne sais pas si vous connaissez un peu les Chromebooks. Les Chromebooks, c'est, comment je vous résumerai ça vite, c'est comme des ordinateurs, mais qui n'ont pas de disque dur. Donc, tout ce qu'on fait sur un Chromebook se retrouve dans le cloud. Dans le cloud, dans le fond, c'est tout sur Internet. Donc, votre suite, quand vous connectez sur un Chromebook, vous utilisez votre adresse acommercial.cscapital.qc.ca. Vous allez retrouver l'ensemble de toutes les données de tous les logiciels qu'on est en train de regarder sur le Chromebook. Le Chromebook, c'est créé par Google, donc tout ça fonctionne ensemble. Évidemment, là, je n'ai pas ajouté, mais évidemment, il y a les tablettes, soit Android ou les iPads et téléphones qui fonctionnent aussi avec toute cette suite-là. Dans le fond, c'est ça. Ordinateur, Chromebook, tablette, cellulaire. Tablette, on parle autant d'iPad que d'Android. Les cellulaires, même chose. C'est sûr que les tablettes, les cellulaires, on est toujours mieux d'installer l'application. Donc, toutes les applications qu'on vient de voir dans la slide précédente sont accessibles pour l'installation sur les tablettes ou les cellulaires. Donc, ça veut dire, dans le fond, que, par exemple, vos élèves qui ont tout un cellulaire dans les poches peuvent installer Classroom, puis ils vont tous voir ce qui se passe dans votre classe.
Donc, s'ils utilisent Google Doc, ben, ils vont être capables de... C'est peut-être pas l'idéal pour écrire un texte de 15 pages sur un téléphone cellulaire, mais pour faire des modifications ou pour accéder à l'information qui est partagée par un enseignant, ça fait la job en masse. Donc, Chromebook, ordinateur fonctionne aussi. Juste une petite parenthèse pendant que je pense, si vous créez un Google Site pour rendre de l'information disponible pour vos élèves, le Google Site est une interface adaptative qu'on appelle. Donc, ça veut dire que votre site va s'adapter dépendamment de l'appareil que l'utilisateur va utiliser, dans le fond, pour accéder à votre site. Ça veut dire que vous faites votre site comme si rien n'était sur votre ordinateur. Si votre élève prend son téléphone pour accéder à votre site, pour aller voir l'information que vous partagez comme référence, ben l'écran, en fait, toute la disposition du site va s'adapter à l'écran du téléphone. Donc, on n'aura pas besoin de se promener de gauche à droite parce que la ligne est 15 fois plus large que l'écran du téléphone. Donc, c'est vraiment bien fait à ce niveau-là. Est-ce que ça va, Karine? Oui, ça va. Peux-tu juste me confirmer que t'as pas la rencontre n'est pas bloquée, là, les gens peuvent entrer comme ils veulent? Parce qu'il y a quelqu'un qui essaie de se connecter et qui n'est pas capable de rentrer, j'essaie de voir. Oui, là, c'est parce que j'étais en plein écran. Les gens peuvent rentrer s'ils sont connectés en CS Capital, mais s'ils ne sont pas connectés sur le domaine, il faut les accepter. Puis là, j'étais en plein écran. Fait que tu ne le voyais pas, que moi, je ne le voyais pas non plus. Exactement. Et puis, Jean-Simon aussi qui me dit, je vais me permettre de le dire pour tout le monde pendant que tu vérifies, c'est un monsieur Saint-Germain qui essaie de se connecter. Les autres, si jamais ça lag, il y a des gens chez qui ça semble laguer un peu, là, éteignez votre caméra, des fois, ça fait une différence. Donc, mais moi, ici, il n'y a rien qui lag, là, tout va bien. OK. Ça va? Pas de questions? Pas... Non, le reste, ça va. OK. C'est bon. On continue. Donc, ça, c'est pour les appareils. Avant de commencer à regarder un petit peu les niveaux d'accès, la philosophie même de la suite, je veux mettre l'emphase là-dessus, les fichiers d'aide de Google. Parce que là, cet après-midi, on vous brosse un portrait de tout ce que... à quoi ça peut ressembler, toute cette suite-là. Mais on s'entend qu'il y a la quantité de logiciels, la quantité d'options qu'il y a dans les... on ne peut pas tout couvrir. La meilleure façon d'apprendre la suite Google, c'est de développer le réflexe d'utiliser les fichiers d'aide de Google. Les fichiers d'aide de Google sont très bien faits, sont en français, sont en fait dans plein de langues, mais en français, sont pratiquement toujours à jour. En fait, je pense que c'est jamais arrivé qu'il y ait une nouvelle fonctionnalité. Moi, je suis abonné au blog de Google, je reçois des courriels le matin pour me dire « Oh, puis il y a telle nouvelle fonctionnalité dans telle app ». Puis quand je vais voir les fichiers d'aide, ils sont déjà à jour. Donc, ils sont toujours à jour. Fait que sont vraiment bien faits. Toute l'information est là. Donc, essayez de développer le réflexe d'aller voir. L'adresse des fichiers d'aide de Google, c'est support.google.com. Ça, c'est le lien direct. Mais je vous dirais qu'une bonne pratique, vous n'êtes pas obligé d'apprendre cette adresse-là. Je vous donne un exemple. Si vous écrivez Google Aide dans Google, vous allez sur google.com, faites une recherche, vous écrivez Google Aide, vous allez tomber directement dans un fichier d'aide. Si vous êtes un petit peu plus spécifique, donc par exemple Google Aide formulaire, parce que vous êtes en train de faire un formulaire, vous allez tomber dans la section qui s'adresse aux gens qui sont en train de concevoir et d'utiliser formulaire, Google Formulaire. Ça va bien fonctionner. Puis vous pouvez être encore plus précis, dire bon, ben, je veux Google Aide formulaire, puis là, je suis en train de travailler à faire un questionnaire. Donc, vous allez tomber là. Puis vous pouvez être encore plus précis. Donc, les fichiers d'aide de Google sont très facilement et très rapidement accessibles directement dans Google. Ça fait drôle à dire, là, mais ça fonctionne très bien. Sinon, support.google.com, vous allez voir toutes les applications. Cliquez sur une application, on rentre là, puis vous allez accéder à tous les fichiers d'aide. Ça se peut que vous tombiez sur des pages, des fois, qui s'adressent aux administrateurs. Les administrateurs, pour nous, dans le domaine CS Capital, c'est les services informatiques. Donc, parce que Google s'adresse aussi aux administrateurs. Si jamais un administrateur veut activer une fonction ou désactiver une fonction, ben il y a des procédures à faire. C'est là-dedans. Mais de façon générale, vous allez tomber sur de l'information, surtout si vous êt précis, vous allez tomber sur de l'information sur quelque chose que vous êtes en train de faire. On continue. Ça, c'est la connexion, on en a parlé tantôt. Donc, nom.prénom commercial cscapital.qc.ca. Comme on disait, là, les gens qui essaient d'entrer, comme j'en ai encore, Monsieur la Liberté, les gens qui essaient de rentrer dans notre rencontre Meet qu'on a présentement, qui ne sont pas connectés à leur CS Capital, on doit les accepter. Mais si vous êtes préalablement connecté à votre compte CS Capital dans Google, vous entrez automatiquement.
Je pense qu'il y a des micros d'ouvert. On peut-tu... Karine? OK. Tu peux-tu les muter, toi, Karine? Non, j'ai pas accès, non. C'est toi l'organisateur. C'est bon. OK. Ça rentre encore. OK, on continue. Donc, ça, ici, on parlait de la connexion. Donc, votre adresse CS Capital avec le mot de passe. Je vais faire une petite parenthèse avec les comptes des élèves. En FP, FGA, je pense aussi, mais en tout cas, en FP, c'est certain. Présentement, on a des petits problèmes, mais il y a des gens qui sont en train de regarder ça pour être capable de réinitialiser les mots de passe des élèves. Si jamais vous avez des élèves que vous voulez faire joindre à votre classroom, là, on sait qu'il y a un problème, puis on est en train de le régler. En fait, le problème n'est pas là pour tout le monde. La façon que ça fonctionne, c'est que quand les comptes des élèves sont créés au niveau de la Grix, il y a un mot de passe comme par défaut qui est créé. Puis là, en tout cas, je suis pas sûr à 100% là, qui a accès à ce mot de passe-là, mais ce mot de passe-là a un certain format, je pense que c'est consonne, voyelle avec un chiffre à la fin de quoi de même. Sauf que les services informatiques de la commission scolaire ont possibilité de faire un reset des mots de passe pour tout un établissement au complet. Donc, la dernière fois qu'il y en a qui ont été faits, c'est en février. À partir du moment que les SI font un reset de tous les mots de passe, par exemple, de, je sais pas, l'école hôtelière, par exemple, donc tous les élèves de l'école hôtelière qui sont inscrits et actifs tombent avec un mot de passe c'est le même format pour tout le monde. C'est le numéro de fiche qui est 7 chiffres, Karine, c'est ça, hein? Excuse, je ferme mon micro parce qu'il y a un musicien à côté de moi. Oui, fiche de 7 chiffres. 7 chiffres, 2 chiffres pour le mois de naissance, puis 2 chiffres pour le jour de naissance. Donc, ça fait 11 chiffres. Ça, c'est standardisé pour la commission scolaire, mais il faut que les SI aient fait le reset du bâtiment au complet. Là, on est en train de regarder pour trouver une façon que les gens qui n'ont pas accès à leur compte soient capables de resetter leur mot de passe. Donc, ça, il va falloir s'en reparler. On mettra l'information sur le site que Jean-Simon a créé, dans le fond, là, où est-ce que vous avez toutes les formations si on l'a prochainement. Donc, c'est ça. À partir de ça, on l'a vu. Donc, vous cliquez sur l'espèce de les 9 petits points, puis vous tombez que vous avez accès à toutes les applications de Google. Là, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. On va parler de la philosophie du travail collaboratif, qui est quand même pas mal différent avec la philosophie classique de travail. Donc, je vous brosse un portrait, puis après, on rentrera dans les détails d'un droit d'accès. Donc, depuis les années 80-90, probablement la plupart d'entre vous avez eu des contacts avec l'informatique dans ces années-là, ou en fait, ça fait une couple d'années. Les méthodes de travail classiques, c'est que, là, je prends un exemple, là, mais vous allez comprendre assez bien. Je crée un document Word, par exemple. Je fais des notes de cours pour mon module. Donc, je crée mon document Word. Je travaille dans le département, j'ai quelques collègues qu'on collabore ensemble. Donc, j'aimerais ça leur transmettre mon travail pour voir s'ils ont des ajouts à faire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais envoyer à 2 de mes collègues par courriel mon document Word. Donc, eux autres vont pouvoir le sauvegarder sur leur disque dur, l'ouvrir. Là, je parle à travers la méthode classique. Là, OK? Donc, ils reçoivent par courriel, enregistrent sur leur disque dur, ouvrent le document. Des fois, ils n'ont pas la même version de Word, donc la mise en page bouge un peu, mais vous comprenez le principe. Mais l'idée que je veux que vous reteniez, c'est que là, on est rendu avec 3 fichiers différents. Donc, si il y en a un des 3 qui fait une modification, les 2 autres ne le voient pas, donc ça va reprendre la communication, ça va reprendre d'autres transferts de fichiers pour pouvoir se mettre à jour. Puis, quand on est dans des équipes plus grandes, par exemple une équipe école, ben c'est pas long que ça devient le bordel, là. Donc, on s'envoie des fichiers par courriel, on tombe avec plein de formats de fichiers. Ça se peut qu'il y en a qui l'enregistrent avec une certaine version de Word, d'autres avec une plus récente. C'est probablement que vous avez tous déjà vécu cette situation-là. Ça, c'est la méthode de travail classique. Quand je dis classique, c'est avant que la philosophie du travail collaboratif arrive. Donc, Google a mis ça sur pied peut-être début des années 2010, admettons. Donc, ils ont dit, on va tout revoir cette philosophie-là. La philosophie de travail collaboratif est quand même assez simple. C'est qu'on a, oui, on transfère des copies du fichier original. On a un fichier qui est dans le cloud. Attendez un petit peu. OK, Google, stop.
Je ne sais pas pourquoi Google donne une partie de la musique. Donc, on a un fichier qui est dans le cloud. En anglais, ils disent « The truth is in the cloud ». Donc, il y a un fichier, puis on va définir des droits d'accès. Donc, si par exemple, moi, j'ai besoin de créer un document, donc je suis propriétaire, je fais fichier nouveau, je crée mon document, il est dans mon drive, c'est un document texte, je travaille dedans. Donc, si j'ai des collaborateurs, des éditeurs, des gens avec qui je travaille, qui j'aimerais qu'ils contribuent, donc qui ajoutent du contenu ou qui, peu importe, qui soient capables de modifier mon fichier, je vais définir les droits d'accès pour ces personnes-là. Mais vous voyez qu'il y a juste un fichier. Donc, ces 4 personnes-là peuvent se connecter en même temps sur le fichier. On va avoir 4 curseurs qui vont se promener de 4 couleurs différentes, puis on va travailler en collaboration. Il y a même un outil dans Google où est-ce qu'on peut chatter à droite en même temps qu'on est en train de travailler. Donc, c'est la philosophie. Puis, à partir de là, ben, je pourrais partager le même document à une classe, par exemple. Mais je ne leur donnerai pas les droits de modifier mon fichier. Je veux seulement qu'ils accèdent à mon fichier. Donc, on va les appeler des lecteurs. Donc, j'ai un propriétaire, des éditeurs et des lecteurs. Là, c'est résumé, mais vous comprenez le principe. L'idée, c'est qu'il y a un fichier. Donc, oui, ça prend une connexion, mais on s'entend que des connexions, on en a à peu près tout le temps. Il y a quand même moyen de travailler hors connexion, puis la prochaine fois qu'on va se connecter, ça va se mettre à jour. Mais je vous dirais que, en tout cas, ça dépend des situations, là, mais de façon générale, on s'en sort bien avec des connexions. On en a au travail, on en a à la maison, puis on en a même sur nos cellulaires. Donc, vous êtes capable, avec un cellulaire, d'aller voir un document, puis de voir qu'un de vos collègues a modifié le fichier sans problème, puis être capable de voir Fait que c'est ça l'idée. Dans le fond, au lieu de transférer des fichiers ou des copies du fichier original, c'est qu'on va définir les droits d'accès d'un fichier. Donc, ça change tout parce que c'est ça, il n'y a plus de problème de version. Puis, je fais une parenthèse là-dessus concernant les versions. Chaque fichier possède son historique de version. Donc, là, je ne peux pas rentrer dans les détails après-midi, là, mais grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que je crée mon fichier cet après-midi, je travaille dedans pendant 1 heure, je le partage, une fois que j'ai fait tout ce que je voulais faire, je le partage avec mes collaborateurs éditeurs. Ce soir ou demain, ils font des modifications. J'en refais demain, après-demain, etc. Dans 5 jours, je peux aller consulter mon historique de version. Puis là, je vais voir qu'on est rendu peut-être à 10-12 versions du fichier différentes qui sont classées en ordre déchronologique, du plus récent au plus vieux. Donc, je pourrais aller dans la version de mardi passé de mon fichier pour aller récupérer, faire un copier d'un paragraphe que j'ai décidé d'effacer à un moment donné, puis de revenir dans ma version actuelle, puis de recoller mon paragraphe sans aucun problème. Donc, on ne perd rien. Donc, tout ce qui a été fait dans le fichier des éditeurs et de moi-même, le propriétaire, donc, se retrouve dans l'historique des fichiers. Puis les lecteurs, ben, quand ils vont ouvrir le fichier, ben, ils n'auront pas toutes les commandes d'édition. Ils n'auront pas toutes les commandes, le format surligné, etc. Tous ces outils-là ne seront pas là. Ça va être juste comme une visionneuse, un peu comme un PDF, dans le fond. Ils ne pourront pas modifier le fichier. Mais si vous modifiez le fichier pendant qu'un lecteur est en train de le lire, ben, le lecteur va voir les modifications se faire en temps réel. Donc, c'est vraiment toujours en temps réel. Puis, on n'a pas besoin de sauvegarder, ça se sauvegarde tout le temps tout seul. Donc, c'est toujours la version actuelle est toujours dans les nuages, puis les gens y accèdent. Ça va? Karine, y a-t-il des questions? Non, ça va. Tout va bien? Non, on continue? Ça va bien, mais il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. OK. OK. Donc là, on serait rendu à parler de, OK, c'est bien beau, on parle de droit d'accès des fichiers, mais comment que ça fonctionne? Donc, comment qu'on partage un fichier? Il y a plusieurs façons. C'est quand même, vous allez voir, on se retrouve quand même assez bien. La première façon, par exemple, si vous êtes dans le Drive, puis le Drive, là, dans le fond, ça ressemble beaucoup à votre gestionnaire de fichiers dans Windows. C'est la même affaire. C'est des dossiers, des sous-dossiers, etc. Donc, si vous faites un clic droit sur un fichier ou un dossier, vous allez retrouver un menu, donc le menu contextuel. Puis dans le menu contextuel, vous allez avoir « Partager ». Donc, c'est le petit bonhomme avec le plus qu'on va chercher. Si vous êtes... en fait, il est disponible aussi dans la barre d'outils, dans le Drive. Donc, si vous regardez en haut, en sélectionnant un fichier, vous allez avoir le même petit bonhomme dans la barre d'outils. Puis, si vous êtes carrément dans Google Documents, vous êtes en train de travailler dans votre document, bien, il y a toujours un gros bouton bleu en haut à droite qui s'appelle « Partager ». C'est la même affaire. Donc, ces 3 choses-là, c'est la même affaire. Puis, probablement qu'il y a d'autres façons que je ne pense pas présentement, là. Mais normalement, on n'a pas besoin de chercher bien. Vous allez trouver le fichier partagé, le
la commande partagée. Donc, il va vous montrer comment partager votre fichier ou votre dossier. Si vous partagez un dossier, tout l'ensemble du dossier et des sous-dossiers vont avoir les mêmes droits, va définir les mêmes droits d'accès pour tous les gens. Tous les gens qui sont identifiés. Donc, on va commencer par le début. Les droits d'accès des fichiers dans votre Drive. Je ne sais pas si vous avez déjà été voir votre Drive. Il y en a peut-être qui sont flambant neufs là-dedans. Si vous allez sur drive.google.com ou vous allez dans la liste, comme je vous ai montré au début, là, à côté de votre connexion en haut à droite, puis vous cliquez sur le Drive, vous allez tomber dans une fenêtre qui est dans le fond comme une grosse clé USB, qui est un espace 10 où est-ce que vous pouvez mettre des choses. Si vous regardez le menu de gauche, moi je l'ai mis à droite, là, mais en tout cas, c'est à gauche normalement dans l'écran, votre Drive est identifié comme étant mon disque. Ça, c'est votre disque à vous. C'est par défaut, tout ce que vous y mettez vous appartient et n'est pas partagé, évidemment. Donc, c'est secure. Puis là, l'important, c'est de faire la différence entre mon disque et les disques partagés. Les disques partagés, je vais y revenir dans quelques minutes, là, mais grosso modo, c'est d'être capable de former des équipes de travail. Par exemple, vous travaillez sur un projet ou un niveau ou un module, qu'il y a 2-3 enseignants qui se partagent, peu importe. Là. Donc, vous créez un disque partagé, vous définissez les droits d'accès de ce disque-là, puis l'équipe va travailler dans le disque au complet. On n'a plus besoin de taponner avec les droits de certains fichiers ou de sous-dossiers. C'est le disque qui est partagé à une équipe. Donc, on va commencer avec votre disque. Donc, par défaut, vous êtes dans le Drive, vous commencez à insérer des dossiers, des fichiers, etc. Donc, à un moment donné, vous tombez sur un fichier, vous dites « Ah, ce fichier-là, je ne veux pas créer un disque d'équipe, je ne veux pas faire d'affaires bien compliquées, je veux juste donner droit d'accès à une personne en particulier pour un fichier. » Là, je dis un fichier, mais dossier, c'est la même chose. Donc, un fichier. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, la première chose, ça va être de cliquer justement, comme je dis tantôt, le bouton de droit « Partager » sur le fichier. Puis, ça va ouvrir une fenêtre qui va ressembler à ça. Donc, partager avec d'autres utilisateurs. Si vous partagez seulement à une personne, très simple, vous écrivez son adresse courriel, commercial CS Capital dans le même domaine. En fait, les enseignants peuvent partager des fichiers en dehors du domaine, donc à une adresse qui est autre que CS Capital, mais pas les élèves, en tout cas aux dernières nouvelles. Donc, pas les élèves, pour des raisons de sécurité. Mais vous, si vous avez des collègues qui sont dans d'autres commissions scolaires, il n'y a pas de problème. Donc, vous écrivez votre courriel, le courriel de la personne à qui vous voulez partager, puis en cliquant sur le petit bouton qu'il y a à droite, vous voyez qu'il y a un crayon, ça donne 3 choix. Donc, vous avez les 3 choix qui est modification, commentaire et lecture. C'est les droits d'accès, les fameux droits d'accès qu'on parle depuis tantôt. Donc, si vous cochez modification comme il y a sur l'image, si vous allez donner les droits à la personne à qui vous partagez le fichier de modifier votre fichier. Donc là, il tombe collaborateur, un peu éditeur comme la présentation que j'ai montrée avant. Là. Donc, c'est un éditeur, vous allez être les deux à travailler en même temps, 2 curseurs, 2 couleurs différentes en temps réel, vous travaillez avec les deux dedans. Le deuxième, je vais parler du troisième, je vais revenir au deuxième. Le troisième, c'est lecture. Donc, lecture, c'est vous partagez votre document avec quelqu'un, ça le dit en mode lecture seulement. Donc, la personne va pouvoir consulter, mais ne pourra pas rien faire dedans. Puis, celui qui est intermédiaire entre les deux commentaires, c'est la même affaire que la lecture. La personne ne pourra pas modifier votre document, mais va être capable d'ajouter des commentaires. Donc, pourrait, par exemple, souligner une phrase, puis mettre une espèce de post-it à côté, dire hey, cette phrase-là, je ne suis pas certain ou de quoi de même. Puis, le propriétaire va recevoir un petit message par courriel en disant oups, il y a quelqu'un qui vient de te laisser un commentaire dans ce fichier-là. Puis vous allez être capable de collaborer, vous changez la phrase, vous fermez le commentaire, etc. Donc, on est capable de mettre des post-it sur un document pour travailler en collaboration sans donner les pleins droits de modification du fichier. Si on continue, vous remarquez que dans la première fenêtre qu'on a vue, il y avait un petit bouton avancé. Donc, si on clique sur le bouton avancé, là, on va tomber dans des paramètres un petit peu plus avancés pour ce fichier-là. Parce que si vous voulez le partager à 1, 2, 3 personnes, ce n'est pas très compliqué. Vous utilisez seulement ce qu'on vient de faire dans la première fenêtre, puis ça va bien fonctionner. Regardez ce qui se passe quand on clique sur avancer. On tombe sur cette fenêtre-là. La première partie de la fenêtre en haut, il est marqué lien de partage. Ça, c'est le lien de votre fichier. Donc, si vous faites un copier-coller de ce lien-là et que vous le donnez à quelqu'un, bien important ce que je vais dire, si la personne a accès à votre fichier, donc ça fait partie de vos partages, ça va être le lien qu'elle va utiliser pour entrer dans votre fichier. Donc, il est partageable. Okay? Il n'est pas obligatoire parce que quelqu'un rentrerait dans son drive, verrait qu'il y a un fichier qui lui a été partagé, mais ce lien-là peut être pratique. Si vous regardez en dessous, présentement, il y a seulement moi qui est propriétaire, il est identifié à droite propriétaire.
Il y a seulement moi qui travaille présentement dans ce fichier-là. Mais il y a possibilité de changer l'état du fichier, qui ne devienne plus nécessairement juste privé. Là, vous voyez que présentement, il y a privé, accessible uniquement par vous. Il y a juste moi qui travaille. Si j'avais entré une adresse, par exemple, ma collègue Karine, si j'avais entré son courriel ici, puis j'avais fait terminer, en ouvrant de nouveau cette fenêtre-là, j'aurais vu que Karine aurait été en dessous de moi. Puis, au lieu d'être écrit propriétaire, il serait écrit soit, là, je ne me rappelle plus des termes exacts, mais ça doit être tourné autour de ça, modification ou en lecture. Donc, on pourrait voir quel type de droit qu'elle a. Fait que, à tout moment, je pourrais cliquer dessus, changer ses droits, l'enlever, ajouter quelqu'un d'autre sans aucun problème. Donc là, ce qu'on va regarder, c'est le statut général du fichier. Donc, vous voyez qu'il y a un petit bouton modifier à côté. Là, présentement, le statut de ce fichier-là, c'est qu'il est privé. Il est accessible seulement par moi. Donc, si je clique sur modifier, donc là, on a 5 niveaux de partage. Donc, qu'est-ce que je veux faire avec mon fichier? Puis, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, ça dépend de la situation. Donc, il faut comprendre, dans le fond, les deux extrêmes, mettons qu'on regarde les deux extrêmes, présentement, il est en bas, désactivé, personne précise. Ça veut dire que ce fichier-là appartient au propriétaire puis est partagé seulement aux personnes qui ont été identifiées. Normalement, on fait ça dans une petite équipe. On est 2-3, on écrit les courriels, that's it, c'est fait, puis on peut le laisser à désactiver. Oups, excusez-moi. On peut le laisser à désactiver, puis ça va bien fonctionner. Si vous regardez le premier en haut, ben ça, c'est aucune protection. Partagé public sur le web. Donc, ce fichier-là est, est présentement public sur le web. Puis non seulement il est public sur le web, mais il est répertorié par les moteurs de recherche. Ça veut dire que j'écris un texte qui parle de quelque chose de bien pointu, d'un sujet bien pointu. Je le rends accessible au web, au public sur le web. Les gens pourraient le trouver en faisant une recherche Google avec des bons mots-clés. Donc, vous voyez qu'il n'y a aucune protection. Okay? Ça peut être utile. Par exemple, vous voulez partager un fichier pour le mettre sur votre site web. Parce qu'on s'entend que si vous faites un fichier de document, puis vous le mettez, vous faites un copier-coller du lien du fichier là, qui est en bleu dans la fenêtre du centre, puis vous mettez ça comme étant un lien sur votre site web, il va être accessible quand même seulement aux personnes à qui il était partagé. Ça, il ne vient pas automatiquement sur Internet à cause que vous avez mis le lien quelque part. OK? Donc, quelqu'un serait sur votre Google Site puis clique sur le lien, bien, ça se peut qu'il ne marche pas s'il n'est pas bien partagé, votre fichier. Par exemple, mais là, si vous le mettez public sur le web, bien là, le fichier, en cliquant dessus, il va être accessible à la planète au complet. Là, je suis en haut, on va descendre un par un. Donc, aucune protection publique sur le web et même répertorié. Le deuxième, tous les utilisateurs disposant du lien, il n'y a aucune protection non plus sur le fichier, sauf qu'il n'est pas répertorié par les moteurs de recherche. Donc, si je clique sur le deuxième, il n'y a aucune protection sur le fichier, mais je me dois de partager le lien qui est ici. Okay, le lien de partage du fichier à quelqu'un pour qu'il ait accès. Je peux y envoyer par texto le lien. La personne va recevoir le texto, elle va cliquer dessus, plouc, le fichier va ouvrir. Là, il faut être bien conscient que cette personne-là, si j'y partage le lien, elle, il n'y a rien qui l'empêche de faire un copier-coller puis de l'envoyer à quelqu'un d'autre, puis là, je n'ai pas le contrôle non plus. OK? Donc, je vous dirais qu'il n'y a pas de protection réelle point de vue informatique, sauf que ça ne devrait pas faire boule de neige sur le web parce que, normalement, on le partage à des gens qu'on connaît, puis ça devrait arrêter là. Ça me surprendrait que qu'un élève, par exemple, de la classe prenne votre lien et partage ça ailleurs. De toute façon, le fichier ne sera jamais répertorié. Donc, les deux se ressemblent, mais le deuxième, c'est que seulement il n'est pas répertorié dans Google. On descend. Troisième, activer tous les membres du domaine CS Capital. Ben, ça le dit. Tous les gens qui ont une adresse cscapital.qc.ca ou educ.cscapital.qc.ca peuvent avoir accès à ce fichier-là. OK? Donc, ça le dit pas mal. Le quatrième, c'est la même chose, sauf qu'il n'est pas répertorié. Donc, on ne peut pas faire de recherche dans le domaine. Il y a des outils qui s'en viennent. Là, Google a annoncé ça. On va pouvoir faire des recherches de fichiers dans le domaine. Donc, puis il y a d'autres façons aussi de le faire. Là. Mais grosso modo, le premier et le deuxième, c'est pas mal la même affaire que le troisième et le quatrième. Le premier et le deuxième, c'est pour la planète au complet, le web au complet. Puis le troisième et le quatrième, c'est pour CS Capital, donc le domaine. Puis le dernier, c'est les personnes précises. Donc, c'est un partage simple, soit en lecture ou en écriture. Est-ce qu'on a des questions? Aucune question? Non.
Je voulais peut-être juste ajouter, Daniel, au début, quand tu parlais de partager, on peut partager, puis on octroie des droits, dans le fond, des droits de modification, des droits pour commenter ou des droits en lecture. Supposons que je veux donner un accès à des collègues de travail qui puissent modifier. J'entre leur adresse courriel, je leur donne les droits de modification. Puis si je veux le faire après pour des élèves et que je veux les mettre en mode lecteur, bien là, je vais refaire un autre partage, dans le fond, sur le document. Oui, je ne ferai pas tout du même coup parce que je vais donner les mêmes droits à toute la liste d'un coup. Fait que, il faut que je aille étape par étape. Bien, fait de spécifier. Karine fait référence à cette fenêtre-là, dans le fond. Là. Donc, même l'autre, là. Même l'autre ici. En fait, c'est que si vous écrivez l'adresse de courriel d'un collaborateur et vous voulez donner les droits en écriture, vous le faites, vous faites terminer, vous rouvrez cette fenêtre-là, vous écrivez l'adresse d'un élève puis vous donnez un accès en lecture par après. Vous ne pouvez pas écrire 2 adresses puis qu'il y en a un qui a tel niveau de partage puis l'autre a tel niveau de partage. C'est bien ça? Super. Donc, on va continuer. Là, on va tomber dans les 10 partagés. Donc, quand on est dans Google Drive, on a la possibilité de travailler en 10 partagés, qui est un peu comme des drives réseau. Je ne sais pas, les gens n'utilisent pas tous les mêmes termes, là, mais tu sais, quand vous êtes dans le gestionnaire de fichiers dans Windows, vous avez probablement des maps réseau qui sont soit réservées ou soit pour votre école ou votre département. Puis souvent, ça commence avec une lettre, puis des fois, on part du Z, puis on revient, là. Donc, ça se peut, je sais qu'il y en a que c'est V, il y en a que c'est Y, peu importe, vous comprenez un peu. Donc, ça, c'est des maps réseau. Puis, on définit, en fait, les administrateurs de notre réseau définissent des droits d'accès à ce drive-là. Ben, dans le drive, dans Google Drive, c'est la même chose. Donc, il y a moyen de créer un 10 partagé pour donner des accès à différentes personnes qui travaillent. Un 10 partagé, ça peut être un projet, ça peut être une équipe, ça peut être une classe, ça peut être un département, ça peut être une école, ça peut être à peu près n'importe quoi. Donc, à chaque fois qu'on tombe dans un projet quelconque, ben, on peut créer un disque partagé puis définir les droits pour le disque au complet. Parce que jusqu'à maintenant, on parle de votre disque drive personnel, puis vous définissez ce que vous avez à l'intérieur, les droits d'accès, mais là, on parle d'équipe. OK? Puis ça a été créé parce que le problème, c'est que si, je vous donne un petit exemple, je ne veux pas trop m'éterniser là-dessus, là. Parce qu'avant, ça n'existait pas, les disques partagés. Si, par exemple, vous avez, dans le temps que ça n'existait pas, les disques partagés, vous avez un dossier, vous définissez une équipe, vous partagez avec quelques profs en écriture. Quand je dis en écriture, c'est en modification. Puis, mettons, avec des élèves en lecture. Puis là, vous travaillez, etc. Ben, vous êtes propriétaire de votre dossier. Donc, en étant propriétaire, c'est vous qui gérez le partage. Si vous voulez ajouter un membre de l'équipe, c'est vous qui devez le faire. Mais si pour X raison, le propriétaire, une mauvaise nouvelle, peu importe, un licenciement, un parti à retraite, peu importe la raison, mais la personne disparaît, il n'y a plus personne qui est capable de modifier les droits de partage. Là, je veux juste être certain, là, je parle du disque, de mon disque, l'étape qu'on vient de terminer. Donc, Google, à un moment donné, ils se sont rendus compte que c'était un problème, fait que c'est là qu'ils ont créé les disques partagés. Donc, les disques partagés, c'est une philosophie qui ressemble. On parle encore de droit de partage, mais c'est un peu différent. C'est ce qu'on va regarder. Donc, les disques, quand vous êtes dans Google Drive, quand vous faites... attends un peu, je l'ai pris où? Ajouter un disque en haut. Ouais. Vous faites ajouter un disque... faites un peu, là. Il me manque une image. Si vous faites, par exemple, le clic droit sur le menu qu'on avait avant, là, disque partagé, vous allez être capable de créer un disque partagé. C'est ça. Donc, on va y aller de cette façon-là. C'est quand même assez simple. Une fois que le menu contextuel est ouvert, ben, les 2 options qui sont importantes pour nous, c'est d'ajouter des membres ou gérer les membres. Il y a changer le thème, on peut changer les photos, les couleurs, etc. Là, mais on va s'en tenir aux affaires importantes, aux choses importantes. Donc, ajouter des membres, gérer les membres. Donc, si on fait ajouter des membres, on va tomber sur une fenêtre comme ça, puis on va être capable d'ajouter des membres à notre disque d'équipe. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on parlait tantôt. OK? Mais vous allez voir que dans les droits d'accès, c'est un petit peu différent. Donc, si on regarde les droits d'accès, ben, premièrement, j'écris l'adresse de la ou des personnes que je veux intégrer à mon drive d'équipe, mon disque d'équipe. Puis après, il faut que je définisse ses droits d'accès. Donc, vous voyez, gestionnaire de contenu. Ils sont un peu différents de ce qu'on a vu tantôt. On va partir d'en bas et on monte. OK? Donc, le plus restreint des accès qu'on peut avoir, c'est lecteur. Donc, en lecture seule.
Donc, une personne, tu sais, des fois, ça pourrait être un cadre ou ça pourrait être un collaborateur plus éloigné, peu importe. Je pourrais donner, ou des élèves, tu sais, peu importe. Donc, les personnes qui vont être identifiées comme étant des lecteurs vont pouvoir lire tout le contenu du disque d'équipe au complet. On ne peut pas départager des dossiers, c'est le disque, c'est l'équipe. Donc, va pouvoir tout lire, mais ne peut pas rien faire d'autre. Si on monte d'une coche commentateur, c'est un peu comme on avait parlé tantôt avec Google Doc. On peut tout lire, on peut laisser des post-it un peu par-dessus les travaux, mais on ne peut pas modifier rien. Donc, ça, c'est un petit peu plus de droit. On remonte d'un coup. Contributeur. Un contributeur peut ajouter ou modifier des fichiers, mais ne peut pas en déplacer ni en supprimer. OK? Donc, contributeur, il va fournir des nouveaux fichiers, il peut modifier des fichiers, donc il peut travailler en collaboration avec les autres membres de l'équipe, mais il ne peut pas effacer ni déplacer. Donc, c'est ça, c'est à vous de voir à qui vous faites confiance. Donc, c'est quand même, ça peut être pratique. Une coche au-dessus, gestionnaire de contenu. Gestionnaire de contenu peut faire tout ce que les autres font en dessous. Donc, ajouter, modifier, déplacer les fichiers. Ouais, c'est ça, déplacer puis supprimer en plus. Donc, il peut faire à peu près n'importe quoi, sauf administrer. Donc, le dernier en haut, c'est administrateur. Administrateur fait tout. Donc, gérer le contenu, qui veut dire la même affaire, ajouter, modifier, déplacer, supprimer les fichiers, mais gérer aussi les droits d'accès. Donc, ces fenêtres-là, c'est lui qui va gérer ça. Donc, il peut ajouter des membres, changer le niveau d'accès de certains membres, supprimer des membres. Donc, il va tout faire ça. Puis, les paramètres du drive aussi. Les paramètres supplémentaires, il n'y en a pas tant que ça, là, mais changer l'image en haut, puis les couleurs, je pense, ou des choses comme ça, là. Changer le thème. Mais je pense pas qu'il y ait d'autres choses. En tout cas, ça ressemble à ça. Puis si vous cliquez sur « Gérer les membres », ben, vous allez tomber sensiblement à la même place. Vous allez avoir la liste des membres présents. Donc, au lieu de n'ajouter, vous allez voir la liste réelle, puis vous pouvez n'ajouter ou changer les droits d'accès. C'est pas plus compliqué que ça. Ça se ressemble beaucoup. Puis vous voyez que quand vous cliquez sur « Ajouter des membres », ben, vous avez quand même le bouton « Gérer des membres » à l'écran d'après. Ça fait que ça se ressemble pas mal tout. Là. Donc, c'est ça. Le disque, le drive d'équipe, ça se trouve être un endroit où est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent. Il peut y avoir plusieurs administrateurs. C'est un peu ça l'avantage par rapport à un dossier qui est partagé dans un drive d'une personne. Donc, il peut y avoir plusieurs administrateurs. En fait, il peut y en avoir le nombre qu'on veut. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui arrive à un malheur ou qui disparaît ou peu importe, ben, les autres vont pouvoir continuer à travailler sans perdre le droit de modifier l'équipe ou des fichiers, etc. Donc, c'est très, très, très efficace comme méthode de travail. C'est comme des clés USB partagées, si on veut. Donc, encore là, c'est illimité. Donc, peu importe le dossier, peu importe le drive. La suite Google Éducation, chaque compte a un espace disque illimité, autant dans les drives partagés que dans les drives personnels. Daniel, ouais, avant que tu aies dans le calendrier, là, oui. Dans l'agenda, en fait, il y a des questions, puis je voulais juste être certaine, est-ce que tu vas aller dans, parce que là, les gens, je pense qu'ils voient de l'intérêt, puis il y en a qui se demandent comment déplacer les fichiers sur notre ordinateur dans notre drive, d'autres qui se demandent comment passer d'un drive à un drive personnel à un drive scolaire. OK. Fait que, par stream tantôt, ou bien... non, on peut le faire tout de suite, on est là-dedans. On va les prendre un par un. Si vous voulez ajouter un fichier de votre ordinateur vers le drive, premièrement, je vais aller ouvrir mon drive. Vous avez le bouton nouveau en haut à gauche dans le drive. Vous cliquez là-dessus. Puis là, qu'est-ce que vous voulez ajouter dans votre drive? Vous pouvez téléverser un fichier, un dossier et tout son contenu. Donc, si vous avez une clé USB, là, faites-vous un dossier avec la clé USB, prenez tout le contenu, mettez ça dans ce dossier-là, puis poussez ce dossier-là. Là, évidemment, ça va prendre le temps du transfert, là, mais vous pouvez le faire tout d'un coup. Puis encore plus simple que ça, si vous avez une fenêtre Windows avec vos fichiers, puis une fenêtre de Google Drive dans Chrome à droite, vous pouvez le prendre puis glisser à droite, puis ça va être transféré. Donc, allez-y intuitivement. Là, c'est à peu près toutes les façons standards qu'on connaît. Un drag and drop, comme on dit en français. Là. Donc, ça fonctionne très bien. Donc, il y avait ça comme question. Oui, puis il y a des entreprises qui se demandaient comment partager un fichier à un autre drive, par exemple, un drive scolaire déjà organisé par dossier. Là, ce que j'ai répondu, c'est quand on est, dans le fond, quand on est propriétaire d'un fichier, on peut
on peut aller le mettre dans un drive d'équipe, là, on peut le bouger à l'intérieur, dans le fond, de ce qui est domaine CS Capital. Sinon, ça veut dire, Daniel, qu'il va falloir, si on veut transférer de domaine, il faut faire l'espèce de manœuvre là, qui est répertoriée sur notre site. Hein? On l'a sur notre site, je pense. On pourrait peut-être regarder. Grosso modo, dans le fond, c'est que vous vous connectez sur le compte dans lequel vous voulez déplacer vos fichiers, donc lui qui va recevoir. Vous allez sur, mettons, google.com. Vous avez votre petit icône en haut à droite. Si vous cliquez là-dessus, puis vous allez dans « Gérer votre compte Google ». OK, je ne veux pas aller trop vite, là, mais vous cliquez là-dessus. Il y a un outil sur cette page-là qui est « Transférer votre contenu ». Donc, là, on s'entend qu'on part d'un drive qui soit personnel ou n'importe quel domaine, éducation, récit ou peu importe, puis vous l'envoyez dans un autre compte Google. Donc, vous faites démarrer le transfert ici. On va vous demander entrer le compte de destination. Oh, je me suis mêlé là. Hein? Destination, ouais. Entrez le compte qui recevra votre contenu. Ouais, c'est l'inverse. Donc, on va se connecter sur le compte qui envoie. On fait ce que je viens de faire là. Vous cliquez, gérez votre fichier, vous prenez l'outil de transfert de contenu, vous entrez l'adresse du compte de destination. Il va avoir un code, parce que là, il faut qu'il y ait une vérification. Là. Je pense que c'est par courriel. Donc, vous allez recevoir un courriel dans le compte de destination. Vous avez un code, vous faites un copier-coller, vous l'amenez là, puis vous laissez ça aller. Si là, ça passe même pas par votre ordinateur, ça passe d'un serveur de Google à un autre. Là. On va y aller comme ça. Puis, dépendamment de la grosseur des fichiers, ben ça peut être long. Donc, ça peut prendre une couple d'heures s'il faut. Mais ce qui va apparaître dans votre drive, ça va être un dossier avec le nom là, de mémoire. C'est le nom du compte de source, dans le fond. Puis, tout son contenu, ça va être le contenu du drive au complet du compte source. Donc, ça fonctionne assez bien. Moi, je l'ai fait 2 fois. Ça marchait très bien. Donc, il y a ça. Faites attention, si jamais vous êtes dans un compte Google, dans un drive, puis vous dites « Ah, je vais envoyer ça dans mon autre compte », puis vous faites un partage, soyez juste conscient que vous ne transférez pas la propriété. Vous donnez des droits d'accès. C'est comme si c'était 2 personnes différentes, même si c'est vous qui êtes le propriétaire des 2 comptes. Là. OK? Fait que si vous avez un compte Gmail, vous avez déjà du contenu, puis vous le partagez avec votre compte CS Capital. Dans le compte CS Capital, vous allez voir que le propriétaire de ces fichiers-là, c'est l'adresse de votre compte Gmail. Fait que ça vous donne moins de droits là, dans le partage de ces choses-là. Donc, il faut faire attention. Mais cet outil-là permet de transférer du contenu. Fait que si jamais, pour X raison, il y a un domaine qui ferme, mettons que, je sais pas moi, la commission scolaire devenait un centre de service, puis qu'on changeait en fait, ça va venir, là, mais je veux dire, on changeait de domaine, ben là, si on voulait faire le transfert d'un domaine à un autre, il y aurait en tout cas, cet outil-là fonctionnerait. Il y a peut-être d'autres façons qui se feraient au point de vue de l'administration que nous autres, on n'aurait rien à faire, là, mais ce que je veux dire, c'est que d'un compte à un autre, ça fonctionne quand même assez bien. C'est bon. Les gens se demandaient aussi si on peut ajouter des membres de l'externe. En tout cas, la question est apparue pendant que tu parlais des drives d'équipe, qui s'appellent les listes partagées maintenant. Ouais. Fait que là, ce que je répondais, c'est que je le dis à voix haute, là, juste au cas où les gens ne seraient pas en train de lire. Dans le fond, on peut inviter des gens de l'externe sans problème, dans le fond, dans un disque partagé. Le seul, c'est juste que là, si on commence à inviter des gens de l'externe, il faut juste être conscient, en fait, que si on invite, parce qu'on a parlé d'élèves aussi, est-ce qu'on peut inviter des élèves avec une adresse Hotmail? Est-ce qu'on peut partager des fichiers qui sont dans un drive personnel, mettons, dans un drive d'enseignant à une adresse Hotmail d'un élève? Oui, c'est faisable, sauf qu'il faut être conscient que l'élève ne pourra pas nécessairement modifier comme on veut, puis si on passe par Classroom, éventuellement, ça ne sera pas possible que l'élève utilise son adresse Hotmail. Donc, on est mieux de prendre tout de suite l'adresse éduc. Ouais. De l'élève pour l'habituer à travailler avec ça. Oui. C'est sûr qu'il y a moyen de contourner des façons de faire pour donner certains accès, notamment dans le drive, à des gens qui ont des adresses hors domaine. Quand on dit hors domaine, c'est autre chose que hors commercial CS Capital ou Éduc CS Capital. Il y a moyen de faire fonctionner des trucs comme ça, mais l'idéal, c'est de rapatrier tout le monde sur le domaine pour s'assurer que tous les outils fonctionnent bien. Exact. Ouais. Il y a une question aussi de Denis. Je ne sais pas si Denis Sans Façon, il veut activer son micro peut-être pour prendre la parole parce qu'il se demandait si il parlait d'ajouter les membres CS Capital seulement. Puis après ça, il m'a demandé est-ce que c'est possible par Facebook? Puis là, je ne suis pas certaine de saisir comme il faut. Oui, je veux dire, envoyer des documents
par Facebook, pas par Facebook, mais si on envoie un message par Facebook, est-ce qu'ils peuvent aller se connecter sur notre Drive ou envoyer quelque chose sur Facebook par notre Drive? Je ne sais pas, là, je ne connais pas ça encore. OK. En fait, on va revenir exactement à ce qu'on disait tantôt. Tout est dans les droits de partage. Si, je vais me remettre en plein écran pour que vous le voyez bien, on va prendre cet exemple-là. Mettons que vous avez un groupe Facebook avec vos élèves, puis vous voulez partager un document que vous avez fait. Je vais juste cliquer une couple de fois pour que tout s'affiche, là. Donc, OK. Si tous vos élèves sont... là, il y a plusieurs possibilités. Là. Je vais essayer Ils sont sur le groupe Facebook, Daniel. Oui, ils sont dans le groupe Facebook, mais mettons qu'ils n'utilisent pas leur adresse CS Capital. Mettons. Exact. OK, on va y aller avec ça. En fait, on parlera après s'ils utilisent leur adresse CS Capital. S'ils n'utilisent pas leur adresse CS Capital, tout va être dans les niveaux de partage. Donc, le dossier ou le fichier que vous voulez envoyer le lien sur Facebook, ben ici, on le mettrait pour tous les utilisateurs disposant du lien. On mettrait le deuxième niveau. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur, là. Donc, tous les utilisateurs disposant du lien. Donc, le fichier ne sera pas trouvable par le moteur de recherche Google, mais ne sera pas barré. Donc, il va être accessible à tout le monde qui a le lien. Après, on prend le lien qui est ici, on fait un copier, on va dans Facebook, on fait coller. Tous les gens qui vont cliquer sur le lien vont avoir accès à votre fichier. Il faut être conscient que le fichier n'est pas protégé, là. OK? Si vous voulez protéger votre fichier et vous assurer que c'est juste votre classe, bien là, ça va prendre un niveau plus élevé, mais plus bas dans la liste ici de droits d'accès. Vous allez quand même envoyer le lien, mais les droits d'accès vont être plus restreints, là. Donc, ça peut être à votre classe au complet. Moi, personnellement, quand j'enseignais, j'ai souvent vécu avec le fait que, justement, les élèves avaient chacun leur courriel, puis je n'utilisais pas leur adresse CS Capital, un peu comme le cas qu'on parle là. On n'a pas le choix, dans ce cas-là, d'utiliser tous les utilisateurs disposant du lien. Puis le lien va fonctionner, il n'y a aucun problème. Vous pouvez même le tester avec une fenêtre de navigation privée sur votre ordinateur, ça va bien fonctionner. Si vos élèves utilisent l'adresse CS Capital, là, ils sont dans le domaine. Donc, on n'a pas besoin de rendre disponible pour la planète. Même que mieux que ça, je vous dirais que au début du module, si vous entrez toutes les adresses CS Capital ici, dans la première fenêtre, puis vous leur donnez un droit d'accès, mettons, en lecture seule, par exemple, ils vont avoir accès. Fait que là, on pourrait prendre le même lien, faire copier-coller, l'envoyer dans Facebook. S'ils sont connectés, ils vont avoir accès. Donc là, le fichier il est mieux protégé. Mais à chaque fois qu'on a des situations comme ça, peu importe la plateforme, que ce soit Facebook, par texto, sur n'importe quelle plateforme, à chaque fois que vous mettez un lien, posez-vous la question, premièrement, c'est quoi l'état général du fichier? C'est quoi son niveau d'accès? Puis, deuxièmement, est-ce que mes élèves ont un droit particulier? On va dire ça comme ça. Donc, ici, ça serait une liste, là. Donc, si j'avais, mettons, 22 élèves dans mon module, puis j'avais mes 22 élèves ici, ça serait seulement eux autres qui auraient accès. OK? Donc, ça c'est, comment je dirais ça? C'est le principe du Drive en général. Si vous avez une classroom puis que tout le monde a son adresse CS Capital, on n'a même pas besoin de fouiller là-dedans. Tout le monde est dans la classe, tout le monde a accès, puis c'est seulement la classe qui a accès. Donc, toute la gestion des droits là, se fait tout seul dans la classroom. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, merci. Ouais. C'est ce que je voulais entendre. Parfait. Ça me fait plaisir. Est-ce qu'on a d'autres questions, Karine? Yes. Il y a, en fait, dans la même ligne de Facebook, là, il y a Sophie qui vient d'ajouter, si on passe par Facebook, ça veut dire que mes élèves ont accès à mon Facebook personnel. Effectivement, si on passe par Facebook, notre Facebook personnel, oui, les élèves vont avoir accès à ce qu'on partage. Sinon, ce que les profs font souvent, c'est qu'ils vont se créer un compte, mettons, Karine, prof, puis c'est avec celui-là qu'ils vont interagir avec leurs élèves, donc ça bloque notre compte personnel. Oui. Puis il y a Lucie qui dit, si je fais de la formation à distance, est-ce que tu conseilles d'utiliser le Drive partagé en modifiant l'accès en lecture pour les élèves ou le Drive ordinaire? Pour un groupe, excuse-moi, c'est parce que je pensais à l'autre question d'avant, puis je n'ai pas répondu, mais en tout cas. Pour toi. Je peux-tu revenir avant là, sur Facebook? Parce que moi, j'ai utilisé beaucoup Facebook mais je vous dirais que dans les dernières années, je l'ai moins utilisé. Là, c'est sûr que ça fait 2 ans que je n'enseigne plus, là, mais c'était génial comme moyen de communication là, 5 ans, parce que c'était à peu près ce qu'on avait de plus efficace.
Je vous dirais que c'est moins le cas aujourd'hui. C'est sûr que c'est facile, puis le plus gros avantage, c'est que tous nos élèves sont là. Donc, on n'a pas besoin de courir après eux autres. Je veux juste partager peut-être un petit quelque chose. Si vous voulez travailler avec Facebook, créez-vous un compte. Pas un compte, un groupe. Pas une page, pas un compte, un groupe. Vous créez un groupe, vous invitez tous vos élèves dedans, puis assurez-vous que vos informations ne sont pas publiques de votre compte à vous. Il y a moyen, là, je me rappelle plus par cœur, mais il y a moyen d'aller cliquer, voir ma page, pas ma page, ben oui, ma page personnelle en tant que utilisateur qui n'est pas mon ami, mettons, juste pour voir. Puis vous pouvez tout bloquer, les photos, il y a à peu près juste votre icône principale qui est visible. Donc, à ce moment-là, ben, vous ne changez rien dans vous changez vos paramètres de partage, mais je veux dire, dans vos méthodes de travail, tout reste pareil. Vous continuez à utiliser Facebook comme vous le faites. Juste vous assurer que tout est bien bloqué. Puis, vous travaillez dans le groupe, puis recevoir les notifications sur votre téléphone si quelqu'un participe dans le groupe, puis tout le monde va être là. Ça peut fonctionner. Je vous dirais que si vous utilisez Classroom, Facebook n'a plus vraiment d'utilité. Mais on est conscient que c'est quand même une façon, surtout en FP, c'est une façon, FGA aussi, j'imagine, c'est une façon quand même efficace de travailler. Excuse-moi, Karine, on peut-tu revenir à l'autre question? Non, il n'y a aucun problème. Il y a quelqu'un qui ajoute que les élèves sont aussi beaucoup sur Instagram. Instagram. Sauf qu'Instagram, on s'entend que c'est une plateforme quand même assez limitée pour partager du stock. Ça se fait, et tu sais, il y a beaucoup mieux. Mais oui, c'est vrai. Parce que c'est tout le temps la meilleure façon de faire, c'est d'aller sur une plateforme que nos élèves sont déjà, à moins que, justement, l'école ou l'institution fournisse un accès puis un outil qui est fait pour l'école, comme, par exemple, ce qu'on est en train de regarder là. Ouais. L'autre question, je n'ai pas répondu, par exemple. Oui, en fait, il y a d'autres questions qui apparaissent en même temps. OK, pas grave, on y va. Je trouve ça très drôle. Si je fais de la formation à distance, est-ce que tu conseilles d'utiliser le drive partagé en modifiant l'accent lecture pour les élèves ou le drive ordinaire? Il faut être conscient que si vous utilisez le drive partagé, tout son contenu est partagé. Donc, les deux peuvent se faire, mais tout le contenu est partagé. Fait que si vous êtes en train de travailler sur des fichiers, mettez-le dans votre drive personnel, puis utilisez le drive partagé pour votre classe. Je vous dirais que ça fait à peu près la même chose. Vite de même, je ne sais pas, Karine, là, si tu as de quoi, mais ça ferait pas mal la même affaire. Si tu prends un dossier dans ton drive personnel puis tu le partages en lecture seule pour tous tes élèves, ça fait pas mal la même affaire que si tu ajoutes tous tes élèves d'un 10 partagé en lecture seul. Oui. En fait, c'est que là, s'ils sont en lecture, c'est ça, c'est qu'ils vont avoir accès à tous les documents qui vont être là-dedans en mode lecteur, dans le fond, tout de suite, tout d'un coup. Tandis que dans mon drive personnel, je décide à quel moment je donne des accès à qui, dans le fond. Ouais. C'est ça. En même temps, même d'un drive partagé, ça peut être, tu ajoutes un dossier de temps en temps, tu sais, toutes les semaines pour un nouveau travail. Ça peut marcher. Les deux marchent bien. Mais je vous dirais que quand on utilise Classroom, tout ça est réglé. C'est beaucoup plus simple. Mais non, les deux se font quand même assez bien. Hein. Puis, la dernière question pour l'instant de Mélanie, est-ce qu'il y a un moyen de linker le Drive à Teams? Et là, on parle d'un Chevrolet et d'un Toyota. C'est deux compétiteurs qui ont chacun leur suite, qui ont chacun leurs outils. Fait que Teams est dans la suite Microsoft, puis Google dans le Drive, c'est Google. Je vous dirais qu'il y a sûrement des façons de le faire, mais je ne conseille pas du tout de commencer à faire ça. Pour plusieurs raisons. Première raison, la compatibilité des fichiers. Deuxième raison, si vous trouvez un outil qui permet de faire un pont entre les deux, probablement qui a été créé par une troisième compagnie, qui est une petite start-up à quelque part à Silicon Valley, puis qui ont fait un petit outil, puis qu'eux autres dépendent des deux gros. Quand je dis les deux gros, c'est Microsoft et Google. Fait que s'il y en a un des deux qui change de quoi dans leur protocole ou peu importe, leur outil ne marche plus. On joue avec le feu quand on fait des choses comme ça. Si on veut faire de quoi de simple, si vous êtes dans le Drive puis vous partagez un dossier avec les droits d'accès comme on a vu tantôt, vous faites un copier-coller de l'adresse puis vous le rendez, par exemple, le deuxième niveau qui était partagé à tout le web, à ceux qui disposent du lien. Que là, si vous en allez, comme je disais tantôt, on peut le partager dans n'importe quelle plateforme. Si vous allez dans Teams, vous faites un coller, puis vous donnez ça aux gens qui sont disponibles dans Teams, ça va fonctionner. Il n'y a pas de problème. Il y a un autre onglet qui va ouvrir à côté puis il va avoir accès au fichier.
Ça, il n'y a pas trop de problème. Mais de faire un lien direct pour synchroniser du stock, tout ça, je ne dis pas que ça se fait pas, mais je le conseille vraiment pas. Fait que Mélanie dit, alors on peut choisir G Suite. Elle écrit ALD, c'est comme un... Mélanie, si tu veux prendre le contrôle du micro. Comment? Ah, au lieu de, excuse. Mes enfants ne sont pas encore assez vieux, je ne suis pas habituée à ça. Alors, on peut choisir G Suite au lieu de Teams, en d'autres mots, mêmes applications. Oui. Puis je vous dirais que, en tout cas, là, c'est une question d'opinion, mais moi et Karine, on a pas mal la même opinion. Je vais vous donner la mienne, mais elle vaut ce qu'elle vaut. La suite de Google est beaucoup plus efficace dans le domaine de l'enseignement que la suite Microsoft. Microsoft est plus axé au niveau des entreprises, la gestion, de la comptabilité, etc. Il va y avoir des applications installées sur votre ordinateur qui vont être probablement plus personnalisables, mais au point de vue de la facilité d'utilisation, de l'accessibilité aux multiplateformes, malgré que Microsoft sont mieux qu'ils étaient dans les dernières années. Là, les leaders, c'est vraiment Google. Le point de vue d'écrire les deux en même temps dans un fichier, ça, c'est Google. C'est beaucoup plus intuitif. L'interface est épurée, c'est plus simple. Il y a moins de... Comment je vous dirais ça? Tu sais, dans Word, vous pouvez faire du publi-postage. Si vous allez dans Google Documents, il n'a pas le publi-postage. Pourquoi? Parce que en éducation, on n'a pas vraiment besoin. Mais je peux peut-être faire une parenthèse là-dessus. Là, je sais que je m'égare un peu. Là. Il y a toujours moyen d'ajouter des modules complémentaires. Je ne sais pas si vous voyez mon écran ici. Dans tous les logiciels, il y a tout le temps un menu qui s'appelle module complémentaire. Vous pouvez ajouter des fonctions à vos logiciels. Donc, si vous voulez justement faire du publi-postage, il y a peut-être moyen d'ajouter la fonctionnalité. Mais si on revient à la comparaison Microsoft-Google, point de vue éducation. Puis de toute façon, les jeunes connaissent déjà Google, les interfaces Google, ils connaissent YouTube. Ils ne cherchent pas. Là, les boutons sont à peu près la même affaire d'un logiciel à un autre. Donc, c'est très efficace. Puis, il n'y a pas d'équivalent Classroom dans Microsoft. Microsoft est vraiment orienté plus business. Google, oui, est orienté business, mais la suite éducation est faite pour l'éducation. Fait que, donc, il y a beaucoup d'avantages. Moi, pour avoir travaillé dans les deux, là, ma question... je ne m'en pose pas longtemps. Avec les élèves, pédagogiquement parlant, Google est vraiment plus solide là, et plus fort. Donc, ils sont à l'écoute aussi beaucoup. Hein, on leur fait des recommandations. Là, il y a beaucoup de gens qui leur font des recommandations. Puis ils écoutent, puis ils s'adaptent super vite. On l'a vu là, dans le contexte d'enseignement à distance de Google Meet. Il y a des nouveautés quasiment à chaque semaine. Là. Ils s'adaptent, ils s'ajustent. Très proactif. Juste donner, je vais compter mon anecdote que je compte tout le temps. Karine, tu vas t'amener de l'entendre. Juste pour vous donner une idée, là, à l'Octet, c'est arrivé plusieurs fois qu'on reçoit des troisièmes années du primaire. On les reçoit pendant 2 heures, mettons de 9 à 11 le matin. Ils arrivent le matin, ils n'ont jamais touché à rien de tout ça. Puis quand ils partent à 11 heures, ils sont capables de partager des fichiers, ils comprennent que c'est leur compte, ils travaillent en collaboration dans Google Slide, entre autres. On a fait beaucoup d'activités avec Google Slide. Ils travaillent en collaboration dans le même fichier en dedans de 2 heures avec les troisièmes années. Donc, ça donne une idée. D'après moi, avec PowerPoint, ça serait plus laborieux un peu. C'est quand même facile d'utilisation. C'est beaucoup intuitif. Le drag and drop qui marche partout, puis c'est ça. Exact. Ben, oui, il y en a d'autres. Là, je me fais la maître du temps en même temps. Là. Je ne sais pas à quelle heure on finissait. Il est 16h10. Oui. Ben, moi, il me reste, je voulais parler un petit peu de Meet et un petit peu du calendrier. Est-ce que, je ne sais pas, là, je ne sais pas ce que les gens préfèrent. Est-ce que tu veux aller dans Meet puis le calendrier puis on garde du temps en fin pour ceux qui veulent rester pour les questions ou on continue sur les questions? On a-tu d'autres questions ou on peut... Il y a quelqu'un qui parle il y a des enseignants qui sont sur Facebook pour partager les textes et de la correction. Ce serait quoi la meilleure façon? Est-ce que je suis obligée d'utiliser document ou je peux utiliser Word? Puis là, tu vas un peu dans le clavardage, tout le monde, il y a beaucoup de gens. Là, je vais vous passer. OK, on va parler de Meet. Vas-y, puis on reviendra aux questions après. En fait, Meet n'a pas tant de choses à dire que ça. Puis Karine, n'hésite pas à me couper si tu as des choses à ajouter. Là. Meet est vraiment simple d'utilisation. Okay? Le principe de base est très, très simple. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui se sont lancés dans Zoom dernièrement. Il y a des gros problèmes de sécurité avec Zoom, mais il y a plus de fonctionnalités. On va être d'accord là-dessus. Vous n'avez pas besoin de me convaincre. Sauf que, généralement, quand on fait des rencontres vidéo, on fait ce qu'on est en train de faire là.
On s'entend en tout cas, il y a certaines fonctionnalités dans Zoom, c'est des gadgets. Le but, c'est d'être capable, un, de se retrouver facilement, puis deux, que la qualité du son et de l'image fonctionne bien, d'être capable de se partager des choses. Fait que là, vous voyez déjà que dans Meet, on a le clavardage à droite, on peut contrôler un peu l'interface. Comme Karine disait, dans les 2 dernières semaines, il y a plusieurs mises à jour de Google, puis il y en a qui s'en viennent d'ici la fin de la semaine. Il y a 3-4 fonctionnalités qui vont apparaître, qui sont déjà annoncées, parce que à cause du confinement, évidemment. Là. Je vous dirais que Meet est très, très, très simple d'utilisation. Le principe de Meet, c'est premièrement, vous allez sur meet.google.com. Tous les outils de Google sont accessibles comme ça. On appelle ça en sous-domaine. Si vous faites drive.google.com, vous allez tomber dans le drive. Si vous faites docs.google.com, vous allez tomber dans le doc. Donc, meet.google.com, vous arrivez sur la fenêtre d'accueil. Vous pouvez le faire dans un autre onglet pendant qu'on se parle. Là. Puis, vous avez un gros bouton vert qui vous permet de créer ou de joindre une salle. Donc, en cliquant là-dessus, vous faites créer, par exemple, en tant qu'enseignant. Puis, vous donnez un nom. Puis, pouf, la rencontre est déjà créée. Pour que les gens vous rejoignent, il faut qu'ils utilisent le lien que vous avez dans votre barre d'adresse en haut, puis qui est aussi disponible en bas à gauche de la fenêtre. Là, dans le peu, là. Ouais, vous avez le nom, comme là, notre rencontre s'appelle G Suite, en bas à gauche. Donc, si vous cliquez là-dessus, vous allez voir le lien, là, HTTPS, blablabla. Donc, vous faites un copier-coller de ça, vous donnez ça à des gens, puis ils vont venir vous rejoindre. OK? Donc, à partir du moment que la room, que la salle est créée par la personne qui l'a créée, les gens peuvent y accéder. OK? Je ne sais pas s'il y en a qui ont remarqué, là, mais sur le site des formations d'FP tantôt, il a fallu que vers moins 20 à peu près, je remette mon lien à jour parce que justement, la room avait été comme flushée, si on veut. Donc, elle avait été effacée. Fait que les gens vont accéder avec le lien, dans le fond, à la rencontre. Meet, comme j'ai dit au début, est aussi intégré à Classroom. Donc, dans votre classe, il y a un petit bouton on-off. Si vous le mettez à on, il y a un lien Meet qui va apparaître dans l'entête d'accueil de votre classe. Puis ça dit que le prof est disponible. Donc, les gens peuvent cliquer dessus en temps réel. Vous pouvez faire du support directement dans Classroom. Vous remettez ça à off, le lien disparaît. Ça ne peut pas être bien plus simple. La philosophie de Google, comme souvent dans plusieurs outils qu'ils ont créés, c'est de créer un outil très, très simple, mais de permettre aux développeurs d'ajouter des fonctions. Donc, on appelle ça une API. Là. Donc, ils ont ouvert leur monde aux développeurs. Puis, nous, à l'Octet, présentement, on utilise en tout cas, principalement, on utilise 2 extensions Chrome. On en a parlé un petit peu au début, les extensions Chrome. Donc, en haut à droite de votre fenêtre de Chrome, vous pouvez ajouter des petites extensions. Là. Les 2 qu'on recommande, en fait, qu'on utilise, nous autres, c'est GridView. Parce qu'au départ, là, ils sont en train de s'améliorer, Google, mais au départ, on voyait, je ne me rappelle plus trop, on voyait juste 2-3 personnes. Là, fait qu'une rencontre à 30, c'était ordinaire. Là. Donc, GridView, ça va vous... je ne sais pas si dans une de mes premières slides, c'est un petit icône qui apparaît à gauche de vos petits bonhommes en haut à droite. Là. Puis ça permet d'avoir plus de fonctionnalités dans l'affichage des gens. Puis un peu comme Zoom, la personne qui parle va être encadrée en vert. Donc, il y a une couple de fonctionnalités de ce type-là. On peut se cacher nous-mêmes, etc. Puis, il y en a une autre extension qu'on utilise aussi, on l'utilise moins, mais c'est Node, N-O-D. Donc, ça permet aux gens, comme si, par exemple, là, on est 36 ici, là, si vous aviez tous Node d'installer, vous pourriez faire des thumbs up. Il y a une couple d'émoticônes pour réagir. Dans le fond, dans un contexte de classe, ça peut être bien pratique. Donc, thumbs up, thumbs down, applaudir, etc. Ça permet aussi aux élèves de lever la main. Donc, ça lève la main, ça vous indique qu'un élève va lever la main, puis tant et aussi longtemps que vous ne cliquez pas dessus, la main va rester levée. Il peut la rebaisser, évidemment, là, si vous répondez à sa question. Donc, on aurait pu utiliser ça, par exemple, après-midi, puis ça aurait bien fonctionné. Fait qu'il y a plusieurs... c'est ça, Node. Si vous allez dans le magasin d'extension là, qui s'appelle Web Store. Chrome Web Store. Chrome Web Store. Donc, vous faites une recherche Meet, vous allez voir qu'il y a plein de fonctionnalités qui peuvent être ajoutées. Et je vous dirais que de base, Meet est assez simple. Oui, c'est vrai qu'il y a moins de fonctionnalités que Zoom, mais il est intégré dans tous les outils de Google. Ça fait en sorte que c'est quand même efficace. Là. C'est vraiment linké. Il n'y a pas de problème de sécurité. Puis jusqu'au 30 septembre, Google a ouvert 3 fonctionnalités de plus
qui normalement sont réservés juste aux comptes entreprises. Ils ont ajouté ces 3 fonctionnalités-là à la suite d'éducation. Les 3 fonctionnalités, la plus intéressante, c'est d'être capable d'enregistrer. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, on enregistre. Enregistrer une conversation. La deuxième, c'est d'augmenter la limite de combien de personnes peuvent rentrer dans une conversation comme on a là. Elle est passée, si je ne me trompe pas, de 150 à 300. En tout cas, ça me surprendrait que vous montiez jusque-là, là, mais il me semble, je pense que c'est ça, 150 à 300. 300, je suis pas mal sûr, mais je ne me rappelle plus si c'était 150 avant. En tout cas. Puis la troisième fonctionnalité, c'est ça permet de faire une web diffusion, comme une espèce de webinaire à 100 000 personnes dans son propre domaine. Donc, par exemple, je ne sais pas, moi, Pierre Lapointe, vous voudrez parler à tout le monde, et les élèves et les enseignants, pourraient faire une web diffusion, puis ça pourrait être broadcasté, là, en bon français, à 100 000 personnes. Fait que ça, c'est une fonctionnalité moins utilisée, là, mais c'est ça. Y a-t-il autre chose à dire sur Meet? Ce serait ça, Daniel, la différence entre Hangout et Meet. Hangout, ouais. Google ont changé à peu près 18 fois de nom, là. Hangout, à la base, fonctionne encore bien, c'est avec vos comptes personnels Gmail. Donc, Meet, tout seul, sans Hangout, c'est dans une suite soit professionnelle, soit éducation. Juste pour vous dire, vous, en tant que prof, quand vous êtes connecté avec votre compte CS Capital, vous pouvez créer une conférence Meet, comme je viens de faire là, comme je vous ai dit tantôt. Vous allez sur meet.google.com, cliquez dessus, vous la créez, that's it. Quelqu'un qui n'a pas de compte éducationnel ou professionnel ne peut pas créer un Meet. Il va être obligé d'utiliser Hangout. Ça ressemble, là, mais c'est pas tout à fait pareil. En tant qu'enseignant, vous pouvez créer une rencontre Meet, puis vous pouvez inviter du monde qui sont en dehors. Présentement, là, on est quoi, 34, là, il y a peut-être la moitié des gens, peut-être pas la moitié, mais le tiers, qui ne sont pas connectés à leur compte CS Capital. Donc, ils ont dû entrer leur nom à main. Nous, on a reçu une demande, puis on les a activés. Donc, ça fonctionne en dehors du domaine, mais il faut qu'il y ait une identification pareille. À l'intérieur du domaine, même pas besoin d'identification. Puis, est-ce que tu as parlé du fait que si on nomme la réunion, on rentre-tu là-dedans ou... Nommer la réunion ici en bas à gauche, là, ben, son nom? Non, ben, en fait, quand tu crées la réunion, là, si tu la nommes, ben, c'est peut-être moins pertinent en FP puis en FGA, mais en fait, le lien Meet, il est bon. Nous, comme nous, mettons à l'Octet, quand on fait nos réunions, on réutilise toujours le même lien Meet. Donc, on peut donner un lien, on crée une réunion une fois, puis ce lien-là, dans le fond, ce code de réunion-là va fonctionner comme tout le temps. Dans le fond, à chaque fois qu'on veut refaire une réunion, tu fais ça, vas-y, explique-le. Oui, il faut faire attention parce qu'il faudrait faire des tests là-dessus parce que moi, j'ai créé le lien Meet pour la rencontre de cet après-midi. Je pense, c'est quand j'ai fait ça? Hier ou vendredi, puis il ne marchait plus tantôt. Puis tu n'avais pas nommé la réunion. Comment? J'ai pas compris. Ben, en fait, quand on dit un nom à la réunion, maintenant, elle est bonne une fois. Donc, dès que quelqu'un se connecte dans la réunion, quand cette personne-là sort de la réunion ne peut plus être accessible. Oui, ça, c'est sûr. S'il n'y a pas de nom qui est donné à la réunion, normalement, on peut réutiliser le même lien, mais là... Il faudrait faire des petits tests. Mais il y a une autre affaire aussi, c'est que si vous utilisez Google Agenda, dans Agenda, que vous créez un événement, automatiquement, vous pouvez dire cet événement-là va être un événement virtuel, donc ça ne sera pas une rencontre physique. Donc, ça va être dans Meet. Puis, c'est Agenda qui va le gérer. Il va créer votre room puis tout ça. Puis, nous autres, nos rencontres avec toi, Karine, que tu fais référence, sont dans l'agenda. Puis, sont à tous les jours. Fait que peut-être pour ça qu'il ne l'effacerait pas, je ne sais pas. Il faudrait faire un petit peu plus de texte. Mais Meet est intégré très facilement et à Classroom et à Agenda aussi, là. Donc, ça permet de faire une rencontre prévue avec des gens. On partage, on invite les gens, puis ils vont voir, puis le lien va être directement dans l'événement. Ça fonctionne bien. Donc, pour ceux qui utilisent Agenda, là, ça fonctionne très bien. Je ne sais pas si ça répond à toutes les questions ou s'il y en a d'autres par rapport à Meet. Là, on dépasse le temps. Je ne sais pas si ça dérange les gens. Daniel, je voulais savoir, avec ce que j'ai vu à date avec la commission scolaire, oui. Je ne sais plus lequel prendre. Là, je pense que je vais y aller avec Meet, mais est-ce qu'on peut faire du partage d'écran? Est-ce que je peux prendre le contrôle de ton écran? La même chose? Je ne peux pas prendre le contrôle de mon écran, mais je peux te partager le mien. C'est ce que je fais depuis le début. Oui, c'est ça. Je peux pas, moi, je ne peux pas te montrer ce que j'ai à mon écran. C'est ça? Oui, tu pourrais. Ouais. Sauf que c'est une personne à la fois. Fait que là, présentement, c'est moi. Okay. Mais si j'arrêtais de partager la mienne, tu pourrais partager sans problème. OK. C'est le bouton en bas à droite, là.
Qui s'appelle, comment il est écrit, Karine, présentement? Parce que moi, je suis en train de... Daniel Baudouin présente un contenu. Ah, OK. Normalement, au lieu de ça, il devrait être écrit genre présenter du contenu ou quelque chose de même, parce qu'on peut être juste un à la fois qui le fait. Merci. Ben, je peux le mettre à off, vous allez voir à quoi ça ressemble. Je vais le mettre à off. Présenter maintenant. Présenter maintenant. Ça? Fait que c'est ça. Donc, n'importe qui dans la rencontre. Là, je te vois, Daniel. Ouais. Mais tu sais, en bas à droite, là, tu vois présenter maintenant. Si tu cliques là-dessus, il va te donner 2 choix, puis il va avoir un 3e choix qui va apparaître dans quelques jours. Donc, soit ton écran au complet, soit une fenêtre. Puis là, ce qui s'en vient, ça va être un onglet avec l'audio vidéo qui vont passer dedans. Ça s'en vient. Il y avait d'autres questions. Je ne sais pas si ça répond un peu à vos questions. Meet, on dirait que je n'ai pas grand-chose à dire parce que c'est quand même assez simple. En fait, tu sais, c'est pas si... c'est ça. C'est simple. Je ne sais pas comment le dire autrement. Moi, dans le clavardage, je ne vois pas d'autres questions. Par contre, il y en a là, qui étaient là précédemment auxquelles on n'a pas répondu. Fait que si les gens veulent rester pour, s'ils ont des questions, nous, on peut rester pour répondre à leurs questions. Puis ceux qui ont... je pourrais peut-être juste conclure. Maintenant, si vous me laissez encore 3-4 minutes, je peux juste faire le tour des... C'est parce que je n'ai pas parlé des calendriers. Je ne sais pas si ça intéresse quelqu'un, là, mais... On va rester Daniel. Ceux qui ne veulent pas, ben... Oui, ben c'est ça. Okay. Ceux qui ont fini leur temps peuvent peut-être quitter, puis ceux qui veulent rester, ben, qui se sentent libres. Il y a plusieurs personnes qui écrivent oui, OK. Fait que... OK. Bon, je vais faire ça en 5 minutes. Ça ne devrait pas être long. Je vais parler des calendriers, puis après, on ouvre les questions, puis on va répondre à tout. Ça marche? OK. Donc, 5 minutes. Je vais m'en remettre en plein écran. Là, vous ne voyez pas mon écran, hein? Non, là, on te voit toi. OK, ça ne sera pas long. Ça va-tu? Oui. OK. Donc, Google Agenda, pourquoi j'en parle? Parce que Google Agenda, ben, dans un contexte scolaire, il peut être très important. Il peut être un outil formidable. Donc, d'avoir un agenda commun avec son groupe, ça peut être bien le fun. Encore là, je ne sais pas si vous vous rappelez au début de ma présentation, je vous ai dit que le Drive puis Agenda était hyper important par rapport à... Je vais y retourner, juste vous montrer. C'était celle-là ici. Vous voyez, Drive et Agenda ils sont directement liés avec Classroom. Donc, quand on a une classe dans Classroom, Agenda, on ne le gère pas trop parce que ça se fait de façon transparente, ça se fait tout seul, mais il est quand même assez important. Là, je veux juste vous parler d'Agenda un peu tout seul, mettons, sans Classroom. Donc, Google Agenda, vous pourrez aller voir agenda.google.com. Ceux qui l'utilisent vont se retrouver très bien, là, mais si vous ne l'utilisez pas, dans Google Agenda, ça doit ressembler dans Outlook. Là, ça fait des années que je n'ai pas utilisé Outlook. Dans le fond, c'est comme des acétates. C'est plusieurs agendas qui s'empilent un par-dessus l'autre, puis qu'on peut les mettre des couleurs différentes. Quand on est dans un contexte scolaire, il y a moyen de créer un agenda, puis de l'utiliser pour notre classe. Encore là, on va parler de droit d'accès. Donc, c'est la même affaire. On va se retrouver là, avec ce qu'on a discuté tantôt dans Drive. Donc, vous êtes l'enseignant, vous contrôlez le contenu de l'agenda, tel projet de telle date à telle date ou tel travail à remettre ou peu importe. Puis, vous donnez des droits en lecture à vos élèves. OK? Encore là, je vous rappelle que si vous utilisez Classroom, ça se fait tout seul. Mais si vous ne l'utilisez pas, il n'y a aucun problème de créer un agenda puis de le partager aux bonnes personnes. Donc, soit vous gérez les droits d'accès des calendriers de vos classes, ça se fait automatiquement avec les membres de la classe de Classroom. J'aurais dû écrire Classroom, il n'est pas écrit. Sinon, on va y aller manuellement. Donc, dans Google Agenda, à gauche, vous avez la liste de tous vos agendas. Vous cliquez sur l'agenda de votre classe que vous venez de créer, qui flambe en eux. Il y a 3 petits points à côté. Là, il est marqué mon nom, là, parce que c'est mon agenda personnel que j'ai pris. J'aurais peut-être dû en prendre un autre. Mais mettons que c'est votre module de, je ne sais pas, moi, n'importe quelle matière, là. Ça va être le nom de votre matière. Vous cliquez sur les 3 petits points. Vous allez dans les paramètres, vous pouvez changer de couleur, etc. Il y a plein de gadgets, là. Mais l'idée, c'est on parle encore de niveau d'accès. Donc, si vous regardez en bas à gauche, autorisation d'accès, je peux le rendre public. Présentement, il n'est pas coché. Je ne veux pas le rendre public. Je ne veux pas qu'il soit partout disponible sur la planète. Mais si j'ai un jeune qui joue dans une équipe de baseball, puis je suis gérant, puis je veux rendre ça disponible à tous les parents, je vais le cocher public, puis that's it. Puis je peux même incorporer mon agenda dans un Google Site.
puis donner juste l'adresse aux autres parents du site, puis ça va très bien fonctionner. L'autre rendre disponible pour CS Capital, dans le fond, vous voyez, là, il y en a 2 en gris, là, c'est parce que j'ai pas choisi le bon calendrier. Imaginez que les 4 sont en noir, là. Dans le fond, les 4 niveaux de partage, c'est, on va partir d'en haut, puis on va descendre. Donc, le premier, c'est afficher uniquement les disponibilités, masquer les détails. C'est un peu comme des agendas qu'il y a sur des sites web pour prendre des rendez-vous chez le médecin ou quelque chose comme ça. Donc, on voit les cases disponibles, mais on voit pas. En fait, on voit les cases où est-ce que la personne est occupée, mais on ne voit pas ce qu'elle fait, évidemment. Donc, c'est le niveau de partage le plus bas. Si on met une coche de plus, afficher tous les détails des événements, ben, dans un contexte scolaire, c'est ce qu'on ferait. Donc, les élèves vont voir et les événements et les détails de l'événement, s'il y a des fichiers joints, s'il y a des notes, un ordre du jour, les dates. Si l'événement, on se donne rendez-vous à tel endroit, ben je vais écrire l'adresse, puis on va avoir un lien sur Google Maps. Donc, tous les détails qui sont associés à l'événement vont être disponibles. Une coche de plus, c'est apporter des modifications aux événements. Donc là, je donnerais droit, là, d'un contexte scolaire, serait peut-être plus un collègue, donc un collègue qui donne les mêmes, on se partage des modules d'enseignement ou quelque chose comme ça. Donc, il va pouvoir modifier les événements à l'intérieur, ajouter ou modifier les événements à l'intérieur de ce même calendrier-là. Puis le dernier, ben c'est j'appelle ça le God Mode. Le God Mode. Donc, on peut tout faire et gérer le partage. Donc, on pourrait inviter quelqu'un d'autre. Donc, l'avant-dernier, je peux pas inviter, je peux pas gérer le partage, je pourrais pas inviter de nouveaux collaborateurs ou des gens qui ont accès en lecture. Mais le dernier, je peux. Donc, c'est un peu comme le mode propriétaire. Puis, quand vous êtes dans Classroom, vous voyez ma classe virtuelle, puis là, il y a un code avec une adresse. Donc, c'est ma classe en tant que telle. Donc, ma classe devient comme une personne. Donc, puis là, ce que je montre là, ça se fait tout seul. Donc, au moment que vous créez votre classe en Classroom, il y a un calendrier qui va être créé. Je pense qu'il est créé à la première ouverture du prof. Il est créé automatiquement, puis il est partagé automatiquement aussi à la classe virtuelle avec le bon niveau de partage, puis tout se fait automatique. Donc, dans Classroom, l'élève cliquerait sur, c'est dans le 2e onglet, là, en haut, il clique sur l'agenda de la classe, puis ploc, il tombe dedans. Fait que c'est ça, c'était plus ça que je voulais faire comme parenthèse sur Google Agenda, juste pour vous. On s'en sort pas, c'est toujours définir des droits d'accès. Donc, on se transfère plus rien, on s'envoie rien. La seule affaire qu'on s'envoie, c'est des liens ou des choses comme ça, mais on se partage, on se donne des accès. Fait que c'est pas mal ça. Fait que là, on serait rendu à des questions. Oui, je pense que oui, on a fait le tour. Hein? Je peux, avant que les gens quittent, là, on va se faire de l'autopub. À l'Octet, si vous voulez, si vous ne connaissez pas notre site, vous pouvez aller voir octet.cscapital.qc.ca. Là, il y a beaucoup de choses qui ont bougé dans les 6 dernières semaines, là, avec le confinement, etc. On a même modifié le classement de notre contenu, puis on y travaille tout le temps. C'est sûr qu'on aimerait ça ajouter encore plus de contenu, mais on fait des événements comme ça aussi pour aider, puis on a du support en ligne. De 8 à 4 du lundi au vendredi. Donc, si jamais, moi puis un autre de mes collègues, Germain, on est disponible en ligne. Donc, vous cliquez sur le bouton support en ligne. Vous devez être identifié CS Capital, on s'entend, parce qu'on ne veut pas répondre aux adresses on ne veut pas aux questions de tout le monde sur le web, mais vous pouvez venir nous voir, vous tombez automatiquement d'une salle Meet, comme on a fait là présentement après-midi, puis on va vous aider si vous avez des problèmes spécifiques. Donc, octet.cscapital, puis si vous faites / auto-formation, mais de toute façon, le lien est directement accessible sur la page d'accueil, ben on a quelques des tutoriels, puis des vidéos, on met des trucs là, concernant principalement la suite G Suite, entre autres. Pas principalement, mais entre autres. Donc, c'est ça. Je vous invite, puis on joue beaucoup sur le contenu. N'hésitez pas si vous avez des suggestions, s'il y a des tutoriels qu'on n'a pas que vous aimeriez qu'on ajoute, vous le suggérez, puis on va travailler là-dessus. On y va beaucoup avec les demandes. Puis, c'est ça. Et retournez-y de temps en temps. Ça bouge beaucoup, ce site-là. On a un plein contrôle, fait qu'on des fois, il change 10 fois par jour. Pas tout, là, mais on ajoute des trucs. Fait que je sais pas si...
Ouais. 54, tabarnouche. Il y a beaucoup de monde. On y va-tu avec des questions ou. Ben, je pense qu'on pourrait y aller avec les questions, là. Ouais. J'ai un petit peu là, moi j'avais noté des questions auxquelles on n'avait pas répondu. Il y a une question de Lucie. Je ne sais pas si Lucie est encore là. Elle disait, Lucie, elle voulait savoir si on était obligé d'utiliser document ou si elle pouvait utiliser Word en travaillant avec son Drive. Ben, tu peux utiliser Word, mais c'est compliqué à vie. Mais oui. Si tu utilises Word, tu sauvegardes le Word standard, là, pas le Word Online. Donc, l'application Word ou le logiciel qui est installé sur ton tu travailles sur Word, il n'y a pas de problème, tu fais ton document, tu le sauvegardes, tu le mets dans ton Drive. Oui, c'est bien. Sauf que l'idée, c'est d'être capable de le travailler directement dans le Drive. C'est ça qui sauve l'ouvrage beaucoup, beaucoup. Ils partagent, etc. Malgré que là, c'est vrai, on peut les modifier, nos documents Word. Mais là, on s'entend que ça revient tout le temps à la même affaire. Word, ça appartient à Microsoft. Document appartient à Google. Quand on transfère d'un à l'autre, ça se peut qu'il y ait des modifications dans la mise en page, etc. Là. Ça peut arriver. Mais Google s'est beaucoup amélioré pour lire les fichiers Microsoft. On peut les modifier même maintenant, peut-être pas toutes les options, mais en tout cas, certainement pour les lire d'une bonne façon. Si vous avez déjà pris un PowerPoint et l'envoyé dans Keynote sur Mac ou l'inverse, ben, c'est un peu la même affaire avec Google. Tu sais, c'est des compagnies qui ont chacun leurs outils. Fait que ça se peut qu'il y ait des petites surprises. Mais oui, il y a moyen d'envoyer le document Word dans le live puis de le modifier. Ça se peut qu'il y ait des petites surprises, mais c'est quand même beaucoup mieux que c'était là une couple d'années. Oui, puis j'ajouterais que c'est souvent une question d'habitude. Tu sais, moi, au début, j'utilisais Word beaucoup. À la minute où j'ai découvert la suite Google, j'ai commencé à créer mes trucs dans Google Doc. Puis maintenant, j'ai plus rien dans Word. Là. En fait, j'ai même plus Word. Donc, tu sais, c'est une question des fois juste d'habitude. Puis, tu sais, dans Google Doc, tous les outils là, de mise en page, puis tout ça, là, jouer les options pour jouer avec le texte, les polices, tout est là. Fait que c'est quand même un logiciel de traitement de texte qui est efficace. Là, donc, c'est souvent une question d'habitude, là, c'est de lâcher un pour se diriger vers l'autre tranquillement. Là. Je vous dirais que le gros avantage, en fait, il y en a une couple, là, mais les plus gros avantages d'utiliser Document directement, l'instantanéité. Quand on est plusieurs, c'est vraiment le fun pour du travail collaboratif. Ça change nos méthodes de travail, ça pour le mieux, là, ça s'améliore. L'autre, c'est que notre logiciel est toujours à jour. Donc, il est toujours à jour. On peut arriver un matin, il y a une petite option de plus ou quelque chose comme ça. On n'a pas eu à appeler un technicien ou à rien faire. Il est toujours à jour. Ça, c'est quand même majeur. C'est sûr que la suite de Microsoft qui est en ligne est comme ça aussi. Là. Mais, donc, en mode rattrapage Microsoft. Là, parce que Microsoft utilisait Word Online à l'époque avec mes élèves, puis l'instantanéité n'est pas tant là. C'est pas encore. Mais c'est ça, c'est pas aussi solide que dans Google Doc, mettons. Non. Elle ne l'est pas encore. Elle est estimée entre 5 et 30 secondes. C'est ça. Dans Microsoft. Dans Google, c'est en bas de 2 secondes. La plupart du temps, là, c'est en temps réel. Exact. On a-tu d'autres questions? Oui, ben, il y a Nicole. Là, Nicole, si elle est encore là, parlait de Facebook et d'enseignement individualisé. Je ne sais juste pas si on a répondu à sa question en parlant de Facebook tout à l'heure, mais elle demandait pour partager des textes puis de la correction. Pendant qu'elle fait de l'enseignement individualisé par Facebook, ce serait quoi la meilleure façon? Dans le fond, c'est ça. Dans Facebook, oui, Simonac. OK. Avec la correction, ça veut dire que là, il y a un aller-retour. En fait, si le document doc est bien partagé entre l'élève et le prof, les deux avec un accent en écriture, l'élève fait son travail, averti par Facebook son prof qui a fait telle affaire. Le prof a accès au fichier, peut aller écrire dedans, mettre des commentaires. L'élève les voit en temps direct, en temps réel. Donc, ça peut bien fonctionner. C'est vraiment instantané. Là. On est connectés tous les deux en même temps dans le même fichier. Donc, on laisse l'élève travailler jusqu'à temps qu'il nous fasse signe pour dire qu'il est prêt. Donc, en tout cas, moi, je le verrais comme ça. Je pense que Facebook ne sert pas tant dans ce contexte-là. Facebook va plus servir pour s'envoyer des messages. Oui, c'est ça. Le lien, une fois qu'il est partagé, les deux ont accès au fichier. Facebook ne sert pas grand-chose là-dedans.
Dans Classroom, ça, c'est fait pour ça. Je suis tannant en Classroom, je le sais, là. Mais c'est parce que c'est fait pour l'éducation. Parce que là, le prof fait sa consigne, partage à l'ensemble de sa classe ou quelques élèves. Les élèves voient le document apparaître, l'ouvrent, écrivent dedans, peuvent avoir chacun leur document pour faire leur travail. Nous, en tant que prof, on ne fait rien, puis on se ramasse qu'on a 20 documents dans notre drive qui sont un à côté de l'autre avec les noms des élèves. Ça, c'est tout fait automatique. Quand l'élève a terminé son devoir, clique sur un bouton, on rend le devoir. Ça nous avertit en tant que prof. On ouvre, on corrige, on rend l'élève. L'élève va voir les corrections. Tu sais, c'est vraiment fait pour l'éducation. Mais avec Facebook, moi, je pense que si les droits d'accès sont bien définis sur le fichier, je pense que ça devrait bien aller. Ouais, Facebook devient juste le lien de transmission du lien, finalement. Ouais. Oui, donc, tu nous dis de plus utiliser Moodle comme ça. C'est qui parle, là? Je n'ai pas eu le temps de voir. C'est Denis. Non, mais comme ça, nous autres, à notre centre, on a quelqu'un qui est à temps plein sur Moodle. Là, on se dit, puis là, je vois ça, là, je sais qu'est-ce qu'on fait. On met encore des affaires sur le disque dur de la commission scolaire. Là, ils n'ont plus de place. Ils disent de mettre ça sur Google. En tout cas, je ne sais plus quoi faire là. Ben, on va y aller par morceaux. Mettons qu'on parle de disque dur. Pendant des années, je disais ça quand même, puis je me faisais pas d'amis, mais je vais le dire, là, je suis moins gêné, de moins en moins. Là. Oui, mettez ça sur Google au plus vite à part ça. Les disques durs réseau, là, premièrement, c'est très limitant comme façon de travailler parce que tu arrives à la maison, tu n'as pas accès à tes affaires. Quand tu es sur ton drive, non seulement tu as accès partout, à partir de partout sur la planète, mais sur n'importe quel appareil, donc sur ton petit cellulaire aussi. En plus, dans un compte éducationnel, on n'a aucune limite, donc on s'en fout. Si vous ramassez avec 50 000 fichiers dans votre drive, vous avez l'outil de recherche de Google à votre disposition pour trouver vos fichiers, qui est hyper performant. Tu sais, il n'y a rien qui accote ça. Il y a tellement d'avantages. Moi, je vous dirais oui. Là, transférer ça dans le drive. OK, dans le drive. Ben, c'est ce qu'ils nous suggèrent depuis cette année, depuis qu'ils ont... oui. Oui, c'est ce qu'ils nous suggèrent. Mais ce que je me pose comme question, c'est quoi pour avoir un compte Google éducationnel, c'est quoi? C'est pas comme... comment ça fonctionne, ça? Ben, un compte Gmail, mettons un particulier, va sur gmail.com, je pense, pour ouvrir, ou google.com, s'ouvre sur un compte, va avoir accès à la trousse, mais cette trousse-là n'est pas interreliée avec rien. OK? Puis les autres comptes, c'est les organismes à but non lucratif, je pense qu'ils n'existent plus. Mais Google avait ça une secousse. Mais en tout cas, les deux principaux, c'est pour business puis pour éducation. Donc, à partir du moment où est-ce qu'une business est payant, donc si vous avez un commerce, mettons une PME qui a 4 employés, tu pars un compte Google Pro, tu peux associer ton adresse Internet, donc ton domaine à ton compte pro, puis ton compte c'est 50, aux dernières nouvelles, c'est 50 $ par année par utilisateur. Si jamais ton entreprise, ta PME devient une multinationale, ben c'est scalable, qu'on dit en anglais, donc ça va suivre la grandeur de la grosseur ou l'importance de ta compagnie. Au point de vue éducationnel, c'est à peu près les mêmes choses. Il n'y a pas beaucoup de différence, même que c'est très, très minime. Tantôt, on a mentionné quelques-unes dans Meet, là, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Mais, en plus, là, on a Classroom qui est en plein centre, puis c'est gratuit, mais ça demande à l'institution de prouver à Google qu'on est une vraie institution publique d'enseignement. Donc, ça, le processus n'est pas très simple pour l'avoir déjà fait une fois, là. Mais nous, automatiquement, à la commission scolaire, on a un compte directement aussitôt qu'on est, j'allais dire prof, mais pas juste prof, tout employé ou élève, que ce soit des cadres du soutien, des professionnels, n'importe qui, toute personne qui a une adresse A-commercial CS Capital ou A-commercial-éduc.cs Capital a accès et à la suite Office et à la suite Google. Donc, tout ça, tout est là, puis pas de limite, gratuitement. Donc, je n'ai pas à rentrer avec mon Gmail. Je rentre avec mon adresse sur Google, avec l'adresse de l'école, puis là, je suis parti pour la gloire. Et voilà. Faites juste attention si, comme moi, là, moi aussi, je suis là-dedans, là, si vous avez un compte Gmail personnel, d'essayer de ne pas trop les mélanger. OK? C'est une bonne pratique de séparer. Gardez votre drive personnel qui a une limite de 15 ou 17 gigs pour vos affaires personnelles. Puis l'école, ben go.
connectez-vous. Puis faites attention parce qu'il y a moyen d'être connecté aux deux comptes en même temps, puis des fois, les deux peuvent se mêler. L'idéal, c'est que vous arrivez le lundi matin, vous travaillez, vous déconnectez tous vos comptes Google, puis vous connectez juste à CS Capital, puis vous allez passer une super belle journée. À la fin de la journée, vous déconnectez. Nous autres, la commission scolaire, Daniel, il passe par comment ça s'appelle, donc, la boîte de réception de Microsoft. Ouais. Pour nos rendez-vous pour les rendez-vous, là, est-ce que la commission scolaire, quand ils nous envoie des rendez-vous, est-ce que ça va parler à Gmail ou bien encore à ça, ou bien il va falloir que, je ne sais pas, ou il va falloir l'ouvrir puis. On va parler des deux différemment. Premièrement, Outlook, les courriels. Parce qu'il y a Gmail dans la suite de Google, puis il y a Outlook dans la suite de Microsoft. Mais il y a un problème technique. Il y a des solutions, mais c'est compliqué à l'échelle de la commission scolaire. Ça peut être compliqué. Présentement, Gmail est désactivé, puis tous nos courriels rentrent à Outlook. Ça permet de fonctionner pareil. C'est pas l'idéal parce qu'il y a certains liens entre les applications Google qui sont pas directs. Mais moi, il n'y a rien que je ne suis pas capable de faire pareil. Donc, nos courriels rentrent quand même à Outlook. Le calendrier, qui est dans Outlook aussi, il existe un outil, Karine, je sais que tu l'utilisais, moi je ne l'ai jamais utilisé, qui s'appelle Flow, c'est ça? Hein? C'est Microsoft Flow. Je l'ai lâché honnêtement parce que en tout cas, dans mon cas, ce n'était pas très optimal. C'est un outil de synchronisation qui permet de synchroniser un calendrier Outlook avec un calendrier Agenda, Google Agenda. Donc, s'il y a de quoi qui s'ajoute d'un bord, théoriquement, ça apparaît de l'autre, etc., avec les invitations. Comme j'ai dit un peu tantôt, ces outils-là, oui, ça marche jusqu'à temps que ça ne marche plus. Mais en tout cas, moi, je ne suis pas un fan de ça, je ne l'ai jamais installé, là, mais je sais qu'il y en a qui l'utilisent autour de moi, puis ça fonctionne. Donc, c'est un petit outil à mettre là, puis plouc, nos deux calendriers, théoriquement, quand tout va bien, ont le même contenu, puis ils fonctionnent ensemble. Ben, fonctionnent ensemble. Non, ils sont synchronisés. On a-tu d'autres questions? Non, j'en vois pas d'autres. Ça baisse, on est rendu 14. À part Yves Francoeur qui a écrit « Donc Google, c'est l'avenir », mais ça fait 10 minutes qu'il a écrit ça. C'est encore vrai. Je pense que tu as répondu. Je pense que ça fait le tour. Ça fait le tour, on est rendu à 13. Ben, en tout cas, on va vous remercier tout le monde. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez venir nous voir sur le site de l'Octet. Vous pouvez nous envoyer des courriels. On est 4 à répondre. On a l'aide en ligne. Sinon, on peut se revoir. Un plaisir, Suzanne. Aussi.